Le nouveau fleuron des téléphones de Samsung est là. Le Galaxy S25 Ultra va-t-il parvenir à faire de l'ombre à son principal concurrent, l'iPhone 16 Pro Max? Face à face entre les deux prétendants au titre de meilleur smartphone premium du marché, design inspiré, tout comme l'interface revue qui rappelle iOS, regain de puissance, prise de vue photo et vidéo améliorée, le dernier né du géant coréen ne manque pas d'arguments pour faire vaciller son adversaire américain. Mais c'est surtout en misant à fond la carte de l'IA que le Shibol tente de prendre l'avantage à l'heure où Apple Intelligence n'est toujours pas disponible en France. Samsung ne risque-t-il pas de devenir trop dépendant de Google, dont l'IA Gemini est partout? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Alors, tout de suite, on arrête l'émission parce que tout le monde m'a dit là autour de la table, Shibol. Un Shibol, c'est l'équivalent d'un conglomérat en Corée. On ne dit pas conglomérat. Voilà, les amis. Avec comme invité en plateau cette semaine notre fantastique Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Je suis content de reprendre. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, même si on a fait plusieurs émissions. On a compilé des émissions sur ça. la Maison Connectée. Allez les voir, elles sont très belles et elles sont passionnantes, nos spéciales Maisons Connectées, comme chaque début d'année. Hors les murs, en fait. Dans les murs, hors les murs. Donc on est au-dessus, dans les étages, ici, au Village ici à Paris, qui accueille nos beaux studios. En plateau également, notre ami, celui qu'on surnomme le capitaine ad hoc de la tech, monsieur Stéphane Zibi. C'est pas le demi-frère de... Non. Hein. Non. Je vous dis bonjour à toutes et à tous, mais par contre pas nous. Pas eux. Shibol, répète après moi. Ta sœur. En duplex, toujours sur son plus beau profil, bien sûr, monsieur Didier Policani de Mac Forever, qui vient de terminer une conférence call avec MKBHD. Bonjour Didier. Exactement, ouais. En plus c'est vrai. Et j'avais peur que tu m'appelles Tintin après Haddock, mais j'ai échappé à Milou, donc c'est déjà bon signe. Et moi je suis content de vous retrouver aussi, c'est cool cette petite émission. En plus on va parler du chouchou un peu de Steph, donc. Ouais, Samsung, je sais pas, il est carrément il captivé. Juste il est magnétisé par Samsung. Pas trop vite. Faut arrêter. Non, tu as une heure pour te défendre. Mais pas défendre de quoi ? Un salut particulier aux membres du club RLM. Vous savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. Et en vous abonnant, vous soutenez On fait le Mac. Ça nous fait un peu de sous. Et ses équipes. Et en contrepartie, vous pouvez regarder l'émission en avance, quelques jours en avance ou la veille, en fonction du jour d'enregistrement. Et vous pouvez venir ici, au Village Bassia, rue La Boétie à Paris, visiter nos studios et assister à l'enregistrement et voir tout le côté coulisses de cette émission, et ça manque pas de piment. Toutes les infos, c'est dans la description de la vidéo ou encore en scannant le QR code que vous avez vu à l'écran. On continue sur les annonces puisqu'on a la chance d'avoir deux sponsors cette semaine, à commencer par NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, mais aussi, bien sûr, protéger votre Mac, votre iPhone, votre iPad, l'Apple TV et même le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France sur Netflix, par exemple. Et puis, on vous dira tout dans un instant avec Laurent. L'autre sponsor, c'est un produit qu'on aime beaucoup dans cette émission, c'est les petits câbles magnétiques d'Extreme Mac. Un bon plan avec notre sponsor Extreme Mac qui vous propose des accessoires, bien sûr, c'est le spécialiste accessoires pour Mac et iPhone. À commencer par donc, le nouveau câble magnétique USB-C vers USB-C, l'accessoire indispensable pour votre iPhone, mais aussi le Galaxy de Samsung ou encore votre Mac. Deux versions sont disponibles désormais, supportant une puissance de 60 watts, c'est le blanc, ou 240 watts, c'est le noir. Extreme Mac vous propose une remise exceptionnelle de moins 30%, un beau cadeau sur les deux modèles avec le code ORLM. J'arrive toujours jamais à le dire, underscore 240 watts, ou RLM underscore 60 watts, en vous rendant sur le site d'Extreme Mac, accessible via les QR codes que vous avez vus à l'écran, ou encore dans la description de cette magnifique vidéo en 4K 16:9, ici avec l'incrustation numérique. Allez, on vous a bombardé de questions cette semaine. On vous a proposé pas un, pas deux, mais 3 sondages cette semaine sur Twitter, sur X. Après notre éviction éclair, on nous a éjecté de Twitter pendant quelques temps. On est revenu. Merci aux équipes de X de nous avoir rétabli aussi rapidement. Après plusieurs mois d'utilisation, quelles sont les faiblesses de l'iPhone 16 Pro
et 16 Pro Max. C'était un petit peu un bilan après presque 6 mois. On proposait d'abord l'absence d'Apple Intelligence en France. Le prix, les différences avec l'iPhone 15 ne sont pas flagrantes. Et le bouton caméra contrôle n'est pas utile. Comme j'ai la vue qui baisse, mon cher Laurent, est-ce que tu peux donner les résultats, s'il te plaît? Tu arrives à le lire? Même pas en rêve. Non, et toi, tu arrives à les lire? Oui, j'arrive à lire. Alors, vas-y. Ben non, mais en fait, il y a une majorité d'utilisateurs qui disent qu'il y a peu d'évolution par rapport à l'iPhone 15 qui est à 38,03. Après, pas d'Apple Intelligence, donc à 35,9%. Ah, quand même. 36%. Ouais. Voilà, 36%. Le bouton caméra contrôle qui intéresse que 15% de nos téléspectateurs. Et le prix, 10%. Voilà. Donc le prix n'est pas forcément l'argument numéro 1. Il n'a pas évolué surtout. Alors on va passer en revue tout ce qui sépare, mais aussi rapproche, vous allez voir, le Galaxy de l'iPhone. On commence avec le design et l'interface. Ils sont arrivés, les iPhones et le Galaxy en plateau. Regardez, il s'est posé à côté du bureau de notre ami Laurent. Il y a comme un air de famille, vous ne trouvez pas? Allez Laurent, vas-y, commence ta diatribe. Et on verra si Stéphane pourra se défendre. Non, il va y avoir. J'aime bien ces émissions. Chaque année, on les fait. Chaque année, c'est les haters se lâchent en disant ouais, mais vous êtes des fanboys et patati et patata. Donc forcément, ça va charcler. Maintenant, je vous donne juste un truc. Je suis particulièrement déçu par Samsung, qui depuis des années, en termes de design, je parle de design, en termes de design, ne fait que copier tout ce qui se passe autour. Que ce soit sur la Watch, c'est la copie de. Mieux. Oui. Très bien, mais en fait, il copie. Et depuis le début, et ce qui m'ennuie un peu, parce que c'est comme une super marque de techno, et je me dis, c'est une super marque de techno où même le logo, même d'Android et dans l'OS, même le logo de l'IA, ils ont pris le dégradé de couleur de trucs. Enfin, alors regarde, on a droit à un magnifique unboxing grâce à Stéphane qui s'est prêté au rôle de mannequin de main. Et c'est vrai que regardez que le design est quand même très aplati, un peu plus arrondi que l'année dernière. T'imagines comme les mecs à l'ouverture, qu'il y a un autocollant qui est collé derrière, quoi. C'est quand même, c'est normal. Les mecs ont toujours pas compris, quoi. Je comprends ils ont même copié le packaging, c'est ça que tu es en train de dire. Attendez, s'il vous plaît, je comprends pas un truc. Quand vous achetez une bouteille de lait, c'est pas la même boîte. C'est du lait, et pourtant c'est des marques différentes. Ils ont trouvé tous. Il y avait même une photo où il y avait tous les SUV. Non. Ils se ressemblaient tous. Il n'y a qu'un seul emboutisseur de Tetra Pak, ça s'appelle Tetra Pak. Donc c'est pour ça que c'est tous la même bouteille de lait. Mais il n'y a pas le même emboutisseur de boîtier d'iPhone. Merci Olivier, je trouve ça particulièrement brillant. Non mais c'est pas vrai ça. Non, mais trouve un autre exemple. Les voitures se ressemblent peut-être. Bah oui, les voitures se ressemblent. Bah oui, il se trouve qu'il y a un cousinage au moins. C'est vrai qu'il y a un cousinage, mais c'est pas, on voit bien qu'il y a une différence. Nous avait habitués à aller sur des voies différentes. Oui, mais depuis quelques années, avec des formes plus anguleuses. Là, on s'aperçoit avec le Google est pareil. Avec les formats aplatis qu'on peut voir là, c'est quand même très très proche. Didier, ton sentiment, regarde, tu les vois ensemble. Évidemment, de face, c'est moins. Voilà. Il est un peu moins arrondi. Allez, oui. Mais le côté aplati qu'on retrouve sur l'iPhone, qui est la marque du design de l'iPhone depuis l'iPhone 4, est quand même assez avec les bords en aluminium sur le côté, désormais en titane aujourd'hui. C'est quand même un air de familiarité assez fort, non? En fait, moi, je dirais quand même sur les smartphones, à partir du moment où on est passé sur cet écran pleine page, après, c'est sûr, c'est dur de se différencier. Il y a un peu la position des optiques, il y a les matériaux utilisés. C'est vrai qu'avant, Samsung était un peu plus plastique. Maintenant, voilà, ils se mettent à des coloris métalliques. On a fait un article il n'y a pas longtemps qui mimait vraiment toutes les similitudes de Samsung, mais à travers les âges et jusque très récemment avec justement leur montre. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de reprendre les codes couleurs, de reprendre tout ça indéfiniment. Mais moi, on peut rendre quand même un laurier à Samsung en disant qu'ils innovent quand même sur d'autres choses, sur les écrans pliants, sur l'IA intégrée. On va en parler après, mais voilà, c'est vrai que après, Apple a trouvé des codes sympas. Moi, je suis étonné des fois qu'Apple ne les embête pas un peu plus. Quand tu vois le bracelet de l'Apple Watch orange, là, c'est quand même. Mais tu te demandes même, il y a quand même des couleurs sympas, quoi. Ils sont obligés d'aller prendre exactement la même couleur. Je vois le Pixel est quand même un peu plus original en termes de design, de packaging. Ils ont fait un truc qui est sympa. Enfin, moi, le Pixel, je trouve que c'est assez cool, tu vois. Et c'est pas du Apple. En revanche, en matière de finition, on retrouve véritablement les mêmes matériaux nobles qu'Apple utilise depuis des années, à savoir le verre et le titane. Exactement, comme l'an passé.
pareil que l'iPhone. Donc on retrouve de nouvelles couleurs cette année ou... Oui, il y a du noir, du bleu, de l'argenté et du gris, mais bon, c'est pas sur ça qu'on va être... comme sur les iPhones cette année, on n'a pas été très surpris ni enthousiaste par rapport à une couleur en particulier. Voilà, c'est pas ça qui va être un argument d'achat. Et si on a vu très rapidement en régie passer la vidéo où on les voyait en sandwich l'un sur l'autre. En termes de taille, ils sont aussi très très proches l'Ultra du 16 Pro Max. Alors, c'est quasiment également un copier-coller en termes de hauteur et de largeur. On est sur à quelques millimètres près, on est à 162,8 versus 163. Oui, 0,2 mm. 0,2 mm donc de différence. Entre le S25 et l'iPhone, oui. Voilà, on est à 77,6 de largeur. Pour 77,6 de largeur, donc la même largeur au millimètre près. Exactement. Et pour l'épaisseur, on est sur 8,2 mm versus 8,25. Donc c'est plus qu'un copier-coller, effectivement. Par contre, le poids est différent. On a 218 grammes pour le Samsung versus 227 pour l'iPhone. Ça fait 9 grammes. Ça fait une petite gramme. Mais on sent bien la différence. Ça fait quand même une petite différence de 15 grammes. Enfin, moi, il y a 11 grammes même. 11 grammes, ça suffira. En revanche, la différence est plus visible au dos, Stéphane. Ah bah oui, c'est sûr que la disposition... Je vais les tourner, attention. Alors la disposition des objectifs, elle est bien différente. Et je pense même que là, pour le coup, je ne sais pas comment vous allez réagir quand l'iPhone 17, d'après les premières images que nous avons vues, sortira en septembre. Mais là, ils s'aligneront en horizontal, d'après ce qu'on a vu des premières photos. Ils copieront donc le Pixel. Mais donc la disposition est différente. Donc au lieu d'avoir les trois qu'on connaît sur l'iPhone depuis des années, les trois capteurs principaux sont alignés en vertical. Sur 2 lignes, oui. Sur 2 lignes, voilà. Et donc, avec un petit cerclage brossé qui est nouveau cette année sur les 3 capteurs principaux. Ce qui est étonnant, l'histoire d'alignement. Donc juste pour rappeler, l'alignement est comme ça sur le Samsung. Et on dirait que aujourd'hui, les fuites qu'on a eues diraient qu'on aurait exactement un alignement qui serait horizontal, comme ça, comme le Pixel, sur l'iPhone 17. Pourquoi ça serait étonnant ? Parce que la raison pour laquelle Apple avait déplacé ses objectifs, c'était pour pouvoir faire une vue stéréoscopique. Et donc d'avoir, quand on tient son téléphone comme ça, d'avoir la vue avec la profondeur. Ce qui serait très étonnant s'ils le mettent dans l'autre sens, mais du coup ils perdent cet effet, quand tu marches pas comme ça, quoi. Donc à voir. Mais... peut-être que finalement, il n'y a pas d'utilisation réelle de la stéréoscopie et que du coup, il le bazarde, quoi. Alors, quid de l'écran en termes de taille également Samsung suit la tendance instaurée par Apple au mois de septembre dernier en termes de taille. Les bordures, c'est une bordure plus fine qui permet donc de passer de 6,8 à 6,9 pouces comme l'iPhone 16, donc par rapport au 15. Donc pareil. Marquage à la culotte. Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, si on peut faire juste une petite phrase, pour revenir en arrière, c'est la première fois que j'ai assisté à une keynote de Samsung qui était, pour moi, volontairement pas agressive, mais avec Apple comme fil conducteur. C'est-à-dire que c'était la référence et on titillait systématiquement systématiquement, là, dans les produits qui ont été annoncés déjà, il y a même un S25 Edge qui correspond à la rumeur du R. On en parlera mais il y a eu donc des lunettes qui peuvent ressembler à des Vision Pro. Tous les points où il y avait des faiblesses d'Apple, même dans les annonces, j'y viendrai par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, d'une certaine manière, on a un véritable compétiteur pour Apple. Et ce qui va peut-être la seule chose qui pourrait être bien. C'est différent des années précédentes. Là, c'était clairement. C'est-à-dire qu'ils vont sur tous les marchés où Apple se positionne. Voilà, je vais te donner un exemple. Quand on parlait donc de l'intelligence artificielle, il disait on est désolé, à date, le 22 janvier, il n'y a que l'anglais qui est disponible pour certaines fonctionnalités. De quoi, d'Apple Intelligence ? Non, sur les Samsung, sur certaines fonctionnalités d'assistance, etc. Mais rassurez-vous, le 7 février, le jour de la sortie, ça sera disponible dans 41 langues. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont été titillés jusque là où les faiblesses d'Apple. Une fois, l'intelligence, c'est surtout le travail de Google, c'est pas le travail de Samsung, mais c'est un choix pour eux. C'est un choix quand tu travailles avec ChatGPT. On a un beau chapitre réservé à l'intelligence artificielle. Là, je me dis que sur ce round consacré à l'intelligence artificielle, je pense que c'est plutôt Samsung qui devrait gagner de loin, mais passons. L'écran, qu'est-ce que tu sais en termes de techno, de résolution ? C'est de l'AMOLED. Ouais. C'est de l'AMOLED. Donc c'est une techno maison, on sait qu'à Samsung est un fabricant de dalles. Voilà, et donc ils s'en servent bien et on voit que c'est donc un bel écran de 6,9 pouces. La résolution, elle est un peu plus légèrement supérieure. Légèrement, voilà. Et donc c'est une résolution de 3120
par 1440 pixels versus 2868. Ouais, donc c'est un peu supérieur. Bah, oui, bien sûr. Mais bon, mais on voit bien, et surtout, il y a donc des pics de luminosité. Plus lumineux. 2600 nits versus 2000 nits. Donc franchement, et surtout, il y a un traitement anti-reflet. On a fait d'ailleurs un petit film, une petite vidéo qu'on va montrer là, et qui montre un peu tout de suite, comme ça, à l'œil nu, quand on montre une lumière sur l'écran. Là, on voit que c'est vraiment, on voit bien que c'est tamisé. Alors à droite, l'iPhone, si vous ne l'auriez pas reconnu avec sa pilule en haut à gauche. Et à gauche, le Samsung, on a utilisé la torche de l'iPhone et on voit effectivement que le reflet est un peu moins, même beaucoup moins prononcé sur le Samsung. Voilà, donc c'est réimaginer le soleil, et ben on pourrait sans problème voir l'écran. C'est vrai que c'est un vrai problème. Traitement anti-reflet amélioré, il y a de jolies pistes et de jolies améliorations. Et puis, une particularité propre à Samsung, c'est que sous l'écran du Samsung, il y a toujours un capteur d'empreinte digitale. Il y a toujours la capteur d'empreinte digitale pour celles et ceux qui veulent utiliser ça ou pour n'importe quelle sécurité. Toi, c'est le mode que tu as choisi plutôt que le mode facial? Non, les trois. Il y a le code. Tu en privilégies pas un? Non, on peut mettre les trois différents. Et c'est bien. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose de laisser le choix aux gens. Alors, Didier, tu penses quoi de ce choix de laisser justement le choix aux gens? Apple a abandonné Touch ID il y a plusieurs années. On a vu réapparaître dans le bouton de contrôle sur le côté sur certains iPad Air. On pourrait imaginer qu'il puisse revenir aussi sur l'iPhone. On reste sur Face ID et on sait que ça a quelques inconvénients qui obligent à utiliser cette petite pilule au sommet de l'écran. Ouais, c'est des vrais choix. Tu vois, malgré tout, je trouve quand même, quand tu vois le Samsung, je trouve qu'il y a un petit côté un peu plus moderne avec ces écrans qui vont un peu plus bord à bord, un peu plus carrés. Et puis, t'as pas cette encoche aussi qui est au milieu, qui prend quand même pas mal de place, l'air de rien. Tu vois, les gros bords arrondis, je trouve... Bon, maintenant, t'as envie un petit peu que ça change, je trouve, chez Apple. Moi, j'utilise beaucoup donc le Pixel à côté parce que je trouve vraiment ce téléphone super. Je pourrais presque passer au Pixel, mais il manque trop de choses encore. Mais par contre, ils ont ce fameux capteur sous l'écran. Et en fait, maintenant, c'est très bien, c'est que tu le vois pas, il marche super. Il y a plein de moments, tu sais, où tu es sur la table, où il y a trop de lumière, des reflets, tu es en voiture, enfin, où c'est pratique. Donc c'est vrai que ce serait cool. Après, c'est des coûts en plus et je pense que c'est peut-être de la batterie en moins. Enfin, tu vois, c'est toujours des compromis, quoi. Mais cela dit, le Face ID d'Apple est quand même hyper efficace pour payer pour tout un tas de choses. Donc, 100% à choisir, on choisit quand même Face ID, non? Moi, je choisis Face ID sans aucune hésitation. Mais après, j'entends ce qui est dit. Hein. Oui, on en a 3, donc on a le meilleur des mondes. Pourquoi Apple finalement n'a pas laissé le choix d'en avoir 3 ou même 2. Après, il y en a un qui est hyper sécurisé. Le problème, c'est quoi? C'est que si tu prends l'habitude de l'un, qui est moins sécurisé que l'autre, dans la tête des gens, tu as l'impression qu'ils sont aussi sécurisés l'un que l'autre. Et donc, je comprends Apple dans la philosophie. Je comprends que derrière, on aime avoir, mais dans la philosophie, tu te dis... Ouais, celui qui est le meilleur, c'est Face ID. Donc, si tu en proposes un autre moins sécurisé, tu te mets à risque. Moi, ce que je trouve le plus frustrant, c'est que Face ID reste cantonné à l'iPhone et l'iPad et qu'on ne le retrouve pas sur le Mac. C'est-à-dire maintenant, ça va faire presque c'est Touch ID 8 ans que Face ID est là. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Tu mettrais les capteurs là. Tu mettrais les capteurs là, toi? Mais c'est pas mon problème. Non, ils ont des ingénieurs, ils font la R&D, ils se débrouillent. En fait, c'est pas mon problème. Surtout sur leur écran à 1700 balles. Ça pourrait le justifier, tu vois. Sur l'iMac, ils pourraient le mettre. Non, ils pourraient le mettre sur les écrans. Si on perd 3 mm en épaisseur, c'est pas grave. Si j'ai un Face ID, je suis ravi. Non, ils pourraient le mettre sur les écrans externes, à minima. Comme ils ont mis les claviers sur les claviers externes, le bouton. Moi, aujourd'hui, j'ai la montre qui débloque, donc c'est vachement pratique. L'autre jour, quand elle était en charge, je te rends compte. Tu déverrouilles, c'est vrai qu'on oubliait cette fonction. Moi, je n'utilise que comme ça. Tu déverrouilles ton Mac avec ta montre. Oui, en fait, dès que je tape sur le clavier, le Mac, c'est évident, mais pas pour ce que je veux dire, c'est que donc en fait, tu relis ta montre comme ta montre qui est authentifiée et que tu ne l'as pas enlevée. Donc ils savent que c'est toi. Si tu cliques sur n'importe quelle touche du clavier, le Mac est déverrouillé. Et il se verrouille automatiquement quand tu t'éloignes. C'est bien. Donc, mais précision qu'il faut une montre Apple pour faire ça. Oui, mais c'est la philosophie Apple encore une fois. Donc on va pas, c'est l'écosystème. Moi, sincèrement, pour l'histoire de la sécurité, je trouve que c'est vrai que c'est. Je trouve que ça leur coûterait pas grand-chose de pouvoir nous permettre de laisser le choix aux gens, parce qu'on a le code plus Face ID pour pouvoir débloquer. Avoir une troisième, c'est vrai que cette troisième possibilité... Capteur d'empreinte. Je pense que faut arrêter... Ou sur le côté, tu sais, comme c'est le cas sur les iPads. Bien sûr, c'était bien ça aussi. Les particularités cette année, c'était la grande nouveauté des iPhone 16, c'est l'arrivée du bouton, il ne faut pas dire bouton, mais on le dit quand même, bouton, tactile caméra control, qui est apparu, non, ça s'appelle le caméra control, ce n'est pas un bouton, qui est apparu cette année sur la tranche pour piloter les fonctions... tout ce qui est photographie, vidéo, mais aussi Apple Intelligence. Samsung n'a pas suivi cette fois, mon cher Stéphane. Alors, quand on regarde le téléphone... On peut le temps de changer le design, c'est ça encore? Non, je pense que c'est plutôt simple. Ils ont été plutôt feng shui, ou en tout cas, ils ont simplifié les choses. Et donc, on a 2 boutons sur le côté.
un bouton qui s'occupe à gérer le volume, et le bouton marche-arrêt. Et c'est en appuyant un peu longuement sur le bouton marche-arrêt qu'on pilote l'intelligence artificielle. Alors, je crois qu'on a une vidéo, je crois même qu'on a du son si la régie veut nous balancer, parce qu'on s'est amusé à discuter un peu avec lui. Regardez. D'ailleurs, Gemini, connais-tu On refait le Mac? Oui, je connais. On refait le Mac. C'est une émission hebdomadaire très populaire qui parle de l'actualité high-tech, et en particulier de l'univers Apple. Voici quelques informations à son sujet. Format: talk show avec des présentateurs et des chroniqueurs. Thème: nouveautés Apple, analyse de produits, débat sur les tendances technologiques, etc. Diffusion: principalement sur YouTube, mais aussi disponible en podcast. Oh non. Alors, on va pas jusqu'au bout parce qu'en fait, Gemini a zappé Stéphane Zibi dans les chroniqueurs. Voilà, donc c'est ça. Donc en plus, donc il y a eu tout le monde est cité, même le Corse du Sud. Bah oui, normal. Voilà. Et moi je me retrouve dégagé. Bon, c'est pas grave. Qui crée le podcast quand même. Bien sûr, mais moi je suis plus ancien quand même mais tu vois, Gemini, ça c'est le monde Android. Voilà. Donc il y a pas de reconnaissance. Ils ont pas de cœur. Il y a pas de reconnaissance vivante, mais je m'en fous. Je les aime quand même. Voilà. Donc on peut piloter directement avec le bouton latéral. Vous avez vu, ça marche plutôt bien, plutôt que créer un bouton dédié. Au-delà, Didier, on peut dire que ce bouton ne semble pas vraiment avoir convaincu nos Twitter. Tiens, regarde d'abord les nombreuses réactions Twitter qu'on a eues à ce sujet. Regarde Officier Ludique, alias VaderPN, déçu par mon 16 Pro par rapport au 15 Pro. Les seules maigres nouveautés annoncées n'en sont pas d'amélioration réelle de la qualité photo et de l'ultra grand angle, on y reviendra. Bouton capture photo gadget, inutilisable pour les fonctions avancées puisqu'il n'y a pas Apple Intelligence. Il ne me sert que de déclencheur. Et puis regardez le percute de Steven Klimovic. On serait tenté de dire tous les points nommés. C'est un très bon téléphone pour les actionnaires d'Apple, mais un foutage de gueule pour les clients. Waouh, ça y va, sévère. Et puis nuancé cette fois de Mano, le caméra contrôle prendra tout son sens avec Apple Intelligence lorsqu'il jouera pleinement son rôle de visual intelligence. Pour l'instant, son utilisation reste très limitée. Je ne m'en sers que comme déclencheur photo, car il n'est pas vraiment pratique pour les réglages. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, n'hésitez pas d'abord, vous, dans les commentaires sur YouTube, à réagir et vous dire qu'est-ce que vous pensez de caméra contrôle. Et au-delà de nos chers chroniqueurs, on commence avec Didier. Est-ce que tu l'utilises, caméra contrôle, au quotidien, toi qui n'arrêtes pas de faire des vidéos et justement, je l'ai désactivé pour une raison simple, c'est que j'accroche souvent mes téléphones à des petites ventouses et tout dans les voitures, etc. Et en fait, j'ai plus aucun endroit pour faire la pince. Donc si je l'enlève pas, ça se déclenche tout le temps. Je l'ai enlevé aussi parce que en fait, Apple, je pense qu'ils ont mis cette fonction qui part d'un bon sentiment. Et moi, franchement, c'est cool qu'ils essayent des trucs. Je trouve ça bien. Par contre, je pense qu'ils ont vraiment manqué d'usage. C'est-à-dire qu'ils auraient dû le filer un peu à des photographes, à des gens pendant quelques mois ou même quelques semaines. Et en fait, tu vois assez vite toutes les problématiques que ça dégage. Et en fait, ce manque un peu de test qualité quelque part est vraiment criant. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont pas tellement corrigé. Genre, je sais pas si tu l'utilises vraiment, tu sais, avec les réglages, il y a toujours un moment où tu as le truc qui se fait sans que tu le veuilles, en fait. Et ça, ils n'ont pas réglé ce problème-là, par exemple, qui est hyper pénible. Alors, tu peux le désactiver, il faut aller régler dans le truc. Mais par exemple, le fait de le déclencher, tu vois, tu es en train de faire un FaceTime, tu ne devrais pas pouvoir déclencher un appareil photo. Ou tu es en train de faire un truc sur une appli, tout à coup, tu as l'appareil photo qui se lance. Donc, il y a vraiment un vrai problème d'implémentation. Mais il pourrait être cool s'ils corrigeaient déjà 90% de ces problématiques, quoi. Et puis, moi, je me souviens que la philosophie, j'en reviens, je ne vais pas faire le vieux gardien du temple, mais la philosophie de Steve Jobs, lorsqu'il a sorti l'iPhone, c'est de dire, les gars, un bouton. Hein. Bah, c'est ça. Voilà. Finalement, Samsung, voilà. C'est plutôt Samsung qui fait la philosophie, là, pour le coup. Ben oui. Là, bon, il y a quand même pas mal de boutons chez Samsung, mais voilà, vouloir multiplier la fonctionnalité... Il y a 2 boutons. La particularité, la difficulté quand tu veux multiplier les fonctionnalités, c'est que tu complexifies les usages, ça demande une... 5. Ça demande, laisse-moi juste terminer mes phrases, ça demande, comment dire, une habitude, ça demande des pratiques, il faut apprendre à utiliser ce bouton, c'est pas si intuitif que ça, et je sais que la plupart des gens autour de moi qui l'ont, on va te poser la question, qui préfèrent utiliser, et ça va plus vite, le bouton et toucher directement l'écran, plutôt que le bouton. Ouais, oui, sur l'iPhone, oui, effectivement. Tu utilises ce bouton ou pas? Jamais utilisé une seule fois. Bon, toi, je te pose pas la question, tu es resté au 15, ouais. Mais tu punis cette année. Non, mais il n'y a pas réellement de changement. Tu vois, on a été très excités par cette fonctionnalité, et puis c'est vrai qu'une fois que le téléphone est arrivé, ça fait un peu pchit, quoi. Pchit.
Comme dirait Chirac. Autre particularité sur ce modèle de Samsung cette année, le S Pen, qui est intégré depuis plusieurs générations, comme feu le Galaxy Note, au châssis du S25. Il y a des avancées cette année, j'essaie de le montrer à la caméra, mais même sur les avancées sont plutôt liées à l'intelligence artificielle particulièrement, parce que dès qu'on fait un petit croquis, dès qu'on prend des notes, dès qu'on peut faire tout un tas de manipulations diverses et variées sur l'écran, comme on l'a fait, là on va montrer. Là, je trouve que l'intégration est quand même plus jolie qu'avant. Hein. Ah ouais, non, mais surtout, franchement, on le voit, bien sûr, mais c'est... Avant, il déplaçait un petit peu, là, vraiment, l'intégration est parfaite. Voilà. Hein. Alors, la seule chose qui régresse, c'est qu'avant, on avait la possibilité d'avoir des fonctions Bluetooth qui permettaient, par exemple, de prendre des photos à distance ou de servir de télécommande, etc. Ouais. Là, on est revenu un peu en arrière. Bon. Pour faire ses présentations, par exemple. Oui, exactement. Donc, c'est plus Bluetooth. C'est une option et ça coûte, je crois, $50 si tu veux passer à ça. L'idée du S Pen, c'est des rumeurs récurrentes chez Apple, comme quoi Apple rendrait compatible l'Apple Pencil avec l'iPhone, et puis ça s'est jamais fait. Ça n'a jamais vraiment marché, vraiment. Il n'y a aucun modèle lié. Non. Aucun. Non, rien du tout. Dommage. Je trouve ça dommage. Tu peux utiliser des petits stylets parce que oui, voilà. Mais c'est pas aussi précis. Mais parce que je pense qu'il faut quand même une couche de précision comme ils ont sur l'iPad Pro, qui est nécessaire pour le. Mais bon, ils ont le ProMotion, ils ont un peu tout ce qu'il faut. Après, est-ce qu'il y a le public pour ça? Tu vois, c'est toujours Apple fait le choix pour toi. Donc, s'ils sentent peut-être pas le marché, peut-être qu'ils se disent que la demande n'est pas là. Mais c'est vrai que ça fera un petit carnet à croquis pour des dessinateurs. Des fois, ça peut être cool, ou pour des choses de précision, pour de la retouche photo, quoi. Alors, ressemblance avec l'iPhone 16, on l'a vu au registre matériel, mais aussi de l'interface avec une toute nouvelle interface cette année baptisée One UI 7 by Samsung. De quoi s'agit-il? En quoi est-elle vraiment différente, d'une part, de ce qu'il y avait les années précédentes, et d'autre part, de l'interface lambda d'Android 15. C'est Android 15 qui est aujourd'hui intégré dans le S25. Voilà, c'est une nouvelle surcouche complète, totale, qui ressemble beaucoup à l'iOS. Vous m'avez peut-être entendu dans les années précédentes, que ce soit pour présenter les S25 ou les Fold, c'est toujours ce qui faisait pour moi la grande différence, c'était iOS versus Android. Et là, par son interface, par la qualité de son interface. Exactement. Voilà, je dirais après, qu'est-ce qui me retient encore un tout petit peu là, encore sur Apple. Se resserre, là, l'écart vraiment se resserre parce que les fonctionnalités sont vraiment très nombreuses, et surtout tout ce qui pouvait éventuellement faire la différence avec iOS, maintenant vraiment, il y a un nivellement vraiment par le haut, parce que c'est nous, à la fin, nous les bénéficiaires, les utilisateurs finaux, parce que vraiment, il y a vraiment une volonté de pousser au maximum la fluidité et l'interactivité. Mais là, il y a vraiment une ressemblance avec iOS, notamment avec la Now Bar, qui est donc vraiment une réinterprétation de la Dynamic Island d'Apple. C'est quoi concrètement la Now Bar? On sait tous que sur l'iPhone au sommet, on a ici la pilule, comment on l'appelle déjà la pilule, la Dynamic Island. Voilà. Elle migre au bas de l'écran, regardez, sur le Samsung, qui permet d'avoir des notifications. Exactement. Et d'interagir en temps réel. Et voilà, et donc en gros, selon la partie, même la journée où on est, le matin, l'après-midi ou le soir, on a tout un tas de choses qui viennent s'apparaître sur l'écran. Et en fait, au fur et à mesure, c'est le premier exemple concret qui montre comment le S25 n'est pas seulement devenu un téléphone, un smartphone où on faisait toutes nos activités classiques, ça devient un véritable compagnon, un véritable assistant personnel. Là, tu parles d'une fonction qui s'appelle No Brief, qu'on va détailler tout à l'heure dans la partie intelligence artificielle, mais c'est vrai que ça te résume dans cette barre, comme on a le Dynamic Island sur l'iPhone, tout ce qu'il y a à faire dans une journée, tous les moments importants, et ça les pousse. On voit là la version Apple, la version Samsung, elle est à la barre. Donc pour toi, c'est une jolie réinterprétation. Oui, tout à fait. Est-ce que tu considères, mon cher Laurent, j'y suis arrivé, Christophe n'est pas avec nous cette semaine, que la Nova est juste une réinterprétation, juste encore une fois, une belle manière de montrer que Samsung, plutôt que faire la R&D, se contente d'aller voir et d'ouvrir le catalogue d'Apple? Je sais pas. Parce que si Apple avait sorti ça, on aurait dit waouh, c'est génial. C'est la même chose, mais c'est à la base. Ils l'ont juste mis ailleurs. Après, c'est une notification comme une autre. Donc, tu vois, tu aurais pu. Apple a tourné un désavantage qui était cet espace noir en un avantage, en donnant l'impression qu'il donnait vie, que c'était presque conçu. Oui, c'est vrai que c'est pas très esthétique, cette à la base au sommet de l'écran. Donc Apple a fait de mauvaise fortune bon cœur. Ils ont essayé de transformer quelque chose qui était vraiment une faiblesse en une sorte de force. Et d'ailleurs, il y a plein d'applications qui se lancent. Je parlerai dans les semaines à venir de quelque chose qui s'appelle Alter et qui utilise le notch du Mac de la même manière. Tu
vois. Donc, du coup, il tire parti de ça. L'encoche. Et l'encoche sur le Mac. Maintenant, la vraie question, je ne crois pas qu'on puisse dire... moi, je ne suis pas critique là-dessus. Pourtant, tu sais que je trouve que Samsung est vraiment un copieur, sale copieur même. Alors, mais autant là, Alors, on a Capitaine Haddock, mais aussi notre Jean-Pierre Coff de la Tech avec Didier. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? On retrouve même, ce qui est très pratique sur l'iPhone, ce qu'on appelle les Live Activities, qui permet de suivre sans ouvrir l'application via l'encoche de l'iPhone, désormais via la No Bar sur le Samsung. Par exemple, où est votre taxi, où est votre Uber, où est votre livraison rapide, et j'en passe, où votre score de votre équipe de foot préférée. Et oui, et moi je m'en sers même pour, tu sais, je suis en train de charger la voiture, et par exemple, je sais pas, t'es dans la station-service ou au resto, et tu vois en un clin d'œil comme ça où en est ta voiture. Donc en fait, quand tu copies les bonnes idées, moi je trouve qu'on devrait pas trop leur lancer la pierre, c'est bien. Apple, effectivement, a utilisé ça à bon escient, et je pense que le jour où l'encoche disparaît, ils vont garder toutes ces fonctionnalités de la même façon, et tu auras même plus d'infos, quoi. Enfin, moi, je m'en sers beaucoup en tout cas. Énormément. Et je trouve que finalement, c'est assez joli parce qu'ils ont fait de façon assez petite. Quand c'est en haut, à côté de Dynamic Island, ou sur l'écran de veille, c'est plutôt pas mal. Hein, quand il y a des applis, il y a peu d'applis. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'applis qui en tirent parti. Exactement. Parce que je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité. Encore une fois, on parle pas. 2 ans, 3 ans, c'est long. C'est l'OS, hein, c'est une fonctionnalité OS. Ça va faire 3 ans en septembre. Qui pour moi a un vrai intérêt. En tout cas, du côté de Mano, qui est un fidèle tweetos, regardez sa réaction, est sans équivoque. 2 nouveautés visiblement clairement inspirées de la Dynamic Island et de la gestion de l'audio dans les vidéos d'Apple. Voici la No Bar et la gomme audio. Mais où Samsung va chercher tout ça? La gomme audio, on y reviendra dans un instant avec Stéphane. C'est une belle démo et c'est assez pratique cette fonction qui enlève les bruits de fond. C'est assez étonnant. Autre évolution proche de l'interface d'iOS, mon cher Stéphane, l'accès au centre de contrôle à l'instar d'iOS qui a beaucoup évolué sur la version de Samsung et ça ressemble beaucoup également à ce qu'on connaît chez Apple, mais ça va même plus loin. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a bien une séparation entre panneaux de notification et les paramètres rapides de configuration déjà. Bon, ça c'est quelque chose qui... Donc voilà, ça nous rappelle notre centre de commande que tu peux paramétrer. Voilà, exactement. Mais bon, c'est sûr que là... ça va beaucoup plus loin en matière de fonctionnalité. Ouais, on sent que si on passe un peu de temps pour configurer, nous on n'a pas eu énormément de temps, on est désolé parce que le téléphone sort le 7 février prochain. On l'a reçu hier. On l'a reçu hier pour dire, c'est vrai qu'il faut passer un peu de temps pour configurer notre S25, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une grande partie de ces écrans-là où on peut donc paramétrer déjà ce qu'il nous faut au niveau paramètres de son téléphone, mais surtout ce qu'on doit faire afficher ou pas faire afficher sur son écran d'accueil. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, même si là, et tu vas m'en parler dans quelques instants, on va voir une petite vidéo, la principale quand même chose qui apparaît, c'est ce fameux Now Brief. C'est ce que tu nous parlais tout à l'heure. Voilà, exactement, qui est vraiment une belle avancée. Donc c'est à la fois un mélange entre la Dynamic Island de façon Samsung et qui te pousse, dès que tu prends ton téléphone le matin ou à longueur de journée, parce qu'il ne faut rien oublier de ta journée, jusqu'à des informations qui peuvent être importantes pour toi. Bien sûr, donc pas seulement l'agenda, la météo, pour savoir comment on doit s'habiller, s'il fait chaud ou il fait froid, voilà, des choses comme ça. Mais en gros, on est vraiment sur... quelque chose qui devient un compagnon. Et c'est ça les premières choses, et avec de l'intelligence artificielle, parce qu'il va apprendre à se connaître. Par exemple, tu as passé un peu trop de temps sur ton téléphone, ton temps d'écran. Exactement. Il peut nous le dire, bien évidemment, que ce soit le matin, il nous rappelle donc les tâches qu'on a peut-être mis sur un bout de note comme ça. Tiens, voilà, il faut peut-être rappeler Olivier pour dire qu'on va être en retard. Non, ça n'arrive jamais. Avec moi, jamais. C'est arrivé hier, cette fois-ci. Il faut dire que tu es arrivé en même temps que le Samsung, c'est toi qui nous l'as apporté. Voilà. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est vrai qu'il y a les notifs du matin, le notif d'après-midi, le notif du soir. Si le soir, il voit qu'on a trop exagéré. La tisane, s'il voit que j'ai l'habitude de prendre la tisane, très bien. En ce moment que la tisane, mais bon. Voilà. Non, mais c'est très. Vous allez voir. Te laisse pas faire par cette Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il apprend à nous connaître également, et on voit ce que c'est aussi les apports de l'intelligence artificielle. On va commencer à en parler un peu plus en plus. Tu affûtes tes non, mais c'est pas ça, c'est que tes armes. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que en gros, on peut mettre les applications d'intelligence artificielle à des endroits particuliers et les utiliser au moment où on porte un. Là, c'est complètement intégré dans tout le téléphone. Oui, c'est dedans, c'est partie intégrante. Le Galaxy AI, c'est pas par hasard, c'est le Galaxy de l'intelligence artificielle. Peut-être un dernier mot avec Didier de toutes ces avancées. On voit quand même, il n'y a pas de révolution cette année en matière matérielle. On voit bien que comme Apple, Samsung se heurte une sorte de plafond de verre qui fait qu'on a du mal à trouver des innovations. Donc on va aller chercher soit ailleurs,
soit il n'y a pas vraiment d'énormes modifications entre le S24 et le S25. Hein, c'est comme il y a je vais poser une question différemment, c'est est-ce que tu attends l'iPhone 17 avec impatience? Tu vois? Qu'est-ce que tu attends avec l'iPhone 17 finalement? Et finalement, le hardware, c'est-à-dire la partie photo, maintenant ça fait quand même 4-5 ans que c'est vraiment très bon. C'est-à-dire aujourd'hui, tu prends une photo avec un iPhone 12, tu verras pas trop la différence la plupart du temps, quoi. Et donc les nouveautés vraiment, elles vont être sur le soft, c'est clair. Et d'ailleurs, nous, je pense qu'on travaille tous un peu avec de l'IA à différents niveaux. Et en fait, quand tu vois ce qui est présenté là, ça commence à manquer sur l'iPhone d'avoir. Moi, j'ai mis un ChatGPT sur le bouton action. Tu vois, on utilise un petit peu nous de l'IA aussi. Donc tu la mets à gauche, à droite, mais elle est pas bien intégrée. Là, quand c'est ton téléphone avec tes données et tout, ça commence à faire envie. Tu te dis, ils sont où là, Apple? Donc on veut ça maintenant. L'iPhone 17, il faut qu'il ait des trucs comme ça quand ça sort en fait. En tout cas, voilà pour le premier tour d'horizon au registre du design et de l'interface qui clôture ce premier round entre l'iPhone 16 et le Galaxy S25. Ce dernier se rapprochant de plus en plus de son concurrent, s'inspirant bien sûr de beaucoup d'Apple. Samsung se réserve une bonne secrète en tout cas pour le second round, vous allez voir. L'IA bien sûr, mais d'abord on parle du busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète tech et en particulier sur Mac Forever cette semaine. Et comme chaque semaine, on retrouve notre ami Didier Policani. Salut Didier. Et salut Olivier. Et ben écoute, cette semaine, on commence avec la bombe de la semaine, quoi. Le truc qui a ému aussi bien les marchés que les fans d'Apple, qui est DeepSeek. Donc, on rappelle un petit peu ce que c'est. C'est une sorte de chat GPT chinois, open source, qui prend pas beaucoup de ressources et qui marche, on va peut-être pas dire aussi bien, mais pas très loin en tout cas, et qui a fait plonger les marchés, notamment Nvidia, qui fournit beaucoup de puces pour l'IA, parce qu'on s'est aperçu que finalement ça marchait avec pas tant de hardware finalement. Et enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je pense que ça va avoir autant d'impact quasiment que ChatGPT quand il est sorti, quoi. C'est vrai. Stéphane Laurent, votre réaction à l'arrivée de DeepSeek? C'est déjà une application qui est numéro 1 devant toutes les autres applications confondues. C'est jamais anodin et qu'elle cartonne autant, c'est sûr. Et comment on peut expliquer qu'elle soit aussi économiquement puissante? On sait que la Chine il y a un embargo sur les dernières générations de puces d'NVIDIA. Ouais. Donc les GAFAM ont un avantage par rapport aux entreprises chinoises. Justement, ils se comment sont ils ont pu contrecarrer justement, ils se sont adaptés par rapport à cette contrainte. Et le patron a bien expliqué cela. Il a bien étudié l'architecture des cartes et il a dit comment faire plus avec moins. Et ils l'ont mis en pratique. Et je laisse Laurent, qui est plus tech que moi, pour pouvoir en discuter. Le dire. Alors, on va se baser sur ce qu'on sait déjà, ok? Parce qu'on n'est pas certain que tout ce qu'on sache soit vrai. Tu vois, donc on sait qu'ils ne peuvent pas s'équiper en infrastructure aussi puissante de la dernière génération de puces. Mais on ne sait pas combien ils ont mis de puces derrière. Ils peuvent dire qu'ils ont mis à l'entraînement, ils ont mis un certain nombre de puces et qu'ils en ont mis 20, 30, 100 fois plus. On n'a pas moyen de vérifier ces choses-là. Donc il y a des choses qu'on est obligé d'accepter. Et aujourd'hui, il y a deux certitudes. La première, c'est que théoriquement, ils sont sous embargo. La Chine est sous embargo, donc les puces qu'ils ont utilisées sont des puces moins puissantes. Et ils se sont servis de cette problématique, de cette contrainte, en se disant comment on fait pour contourner le problème de l'entraînement. Et ils l'ont fait, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils l'ont fait de deux manières différentes. La première, c'est qu'ils ont siphonné OpenAI, donc ChatGPT, ce qui a fait quand même quelque chose de cocasse, c'est-à-dire que OpenAI a dit, mais attendez, je ne comprends pas, on est venu nous prendre nos données, alors qu'eux-mêmes avaient fait... donc c'est un peu dans... En clair, l'apprentissage, ils ont bénéficié de tous les acquis de... Ils ont pris des raccourcis au départ. Dans la Bible, c'est qui? C'est Saint Matthieu qui dit, regarde la poutre que tu as dans ton œil avant de parler de la paille dans l'œil de ton frère. Donc là, c'est assez cocasse côté OpenAI. Marc Andreessen a dit qu'on vivait un instant Spoutnik, ce qui m'a permis d'aller relire ce qu'avait été Spoutnik. En fait, j'avais oublié qu'il y avait c'est vieux, c'est 1957, mais qu'il y avait une crise du Spoutnik. Ça s'appelait la crise du Spoutnik, tu vois. Et en fait, les Occidentaux étaient terrorisés. Les Américains en particulier. Avec Spoutnik, et ça a donné un résultat exceptionnel. Ça veut dire premier satellite mis en orbite par l'Union soviétique. Mis en orbite par l'Union soviétique et qui émettait un signal toutes les X secondes pendant je crois 3 semaines. Et donc il disait, le truc que vous entendez, c'est nous qui l'émettons. Donc ça fait quoi? Ça fait que derrière, les États-Unis se sont mis en ordre de bataille et ils ont marché sur la Lune. Donc peut-être que derrière, on va faire un énorme bond en avant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils auraient fait, c'est que
ils auraient découpé leur modèle. Aujourd'hui, quand on pose une question, c'est toujours la même chose, hein, quand il y a de la ressource, que tu as des moyens, tu utilises ce que tu as. Et donc, ils auraient utilisé des raccourcis dans les modèles, où quand tu poses une question, ils segmentent une partie de la question pour n'aller interroger que la partie intéressante. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt malin. Il y a une seule chose qui est vraie, et j'en discutais avec Warit, hein, qui est docteur en IA, comme vous le savez, mon partner in crime. Et il me disait, il y a un truc sur lequel on peut pas mentir, c'est que comme c'est un modèle open source, quand tu fais de l'inférence sur le modèle, tu vois ce qu'il consomme, et la consommation in fine demeure quelque chose de plus faible. Donc tout ce qui est derrière, effectivement, on peut avoir des doutes et on ne peut pas tout vérifier, mais ce qui est certain, moi, sur l'infra, c'est certain. En tout cas, sur l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation, quand tu poses une question, d'obtenir une réponse, puisque ça, tu peux le contrôler, comme le modèle est open source, tu peux le faire tourner chez toi, et donc tu peux mesurer la consommation. Oui. Je vous donne un dernier truc que moi, je trouve assez cocasse, puisqu'on a largement dépassé le busomètre classique, c'est que une des grandes questions était, bien sûr, c'est chinois, donc c'est muselé. Ok. Mais la question était, est-ce que c'est muselé sur la donnée en entrée, c'est-à-dire on n'a pas donné les données qui ne sont pas autorisées pour l'entraîner? Est-ce qu'on a pris les données et on les a supprimées avant de finir l'entraînement, ou est-ce que on réduit à la sortie en disant vérifie quand même que c'est interdit? Et c'était une question, tu vois, quand il y a le modèle entraîné, c'est difficile à trouver, et des chercheurs ont réussi à trouver. Ils nous ont demandé de parler un autre langage, qui est en l'occurrence le langage LIT, hein. Les geeks aiment bien ça, c'est quand tu écris geek par exemple, au lieu de l'écrire G-E-E-K, tu écris G-3-3-K. Okay, donc tu remplaces les E par des 3, les A par des 4, les L par des 1. Hein. Et donc en fait ils ont parlé en LIT, et ils lui ont dit qu'est-ce que tu peux nous dire sur le régime chinois? Et là le truc il a tout balancé en disant que c'était une dictature et tout ça. Donc et là c'est à la sortie que le filtre se fait. Qui est logique, hein. Mais on a réussi à le savoir, et moi je trouve ça génial. Certains observateurs même posaient des questions un peu pointues. Effectivement, soit ils bloquent tout de suite, soit ils commencent à afficher des choses et puis ça se bloque en disant posez une autre question. Voilà. En tout cas, c'est ce qui explique également pourquoi la valeur de Nvidia et des autres valeurs tech se sont écroulées, parce qu'effectivement, ils ne nécessitent pas une infrastructure ultra dernière génération puissante de Nvidia qui coûte une vraie fortune. Et c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour Apple. On en parlera tout à l'heure dans la partie dédiée à l'intelligence artificielle. Après DeepSeek, on parle de Garmin, mon cher Didier. Et oui, alors cette fois, c'était pas très drôle parce que tous les sportifs, tu sais, qui font leur petit running tous les matins, ils ont eu la montre qui a parfois, parce que tout le monde n'était pas affecté, planté. Donc elle redémarrait en boucle à cause d'un bug au niveau d'un fichier GPS. Enfin, on va pas entrer dans les détails, mais moi je trouve que Garmin surtout a mis du temps à réagir, surtout en France. Là, ils ont quand même des équipes et tu sais, enfin, t'avais ta montre qui plantait, tu pouvais rien faire. Donc s'il y a des gens qui font des marathons et tout, il y en a quand même pas mal qui font des courses avec ça. Ils se retrouvaient avec un problème comme ça. Alors on n'a jamais eu ça, je pense, avec l'Apple Watch. Mais c'est vrai que eux, ils ont quand même des problèmes de temps en temps sur le logiciel. Donc, tu vois, comme quoi, pour avoir des produits fiables, il faut quand même un vrai savoir-faire. Ils ont corrigé assez vite quand même, mais il y a eu pas mal de gens qui ont râlé quand même. Moi, j'ai vu des gens en disant, pour le marathon de New York, de Paris, je prendrais peut-être une Apple Watch, tu vois. Après Garmin, on parle de Starlink. Oui, alors après Tim Cook qui découvre la souris, Tim Cook découvre les satellites aussi, tu vois. Non mais c'est assez amusant cette histoire. Donc en fait, ça se fait un petit moment qu'Elon Musk dit en fait les mobiles aujourd'hui qu'on a là, les iPhones et tout, ils pourraient fonctionner avec Starlink qui est vraiment à basse altitude, donc au moins recevoir des messages, voire passer des appels. Et apparemment, ça peut aller beaucoup plus loin. Et du coup, là, Apple aurait quand même fait des tests avec Starlink parce qu'ils s'aperçoivent que Globalstar, avec des satellites qui sont très très loin, c'est assez compliqué, ça demande du temps. Enfin, tu vois, si tu es vraiment en moment de stress, dans une crevasse, j'en sais rien, tu préfères avoir Starlink que d'avoir Globalstar. Puis il faut des stations relais dissimulées dans chaque pays. Enfin, c'est assez lourd, effectivement. Ouais. Oui. Bon, pour l'instant, Starlink sur le téléphone, ça fonctionne quand même avec des opérateurs locaux, parce que je pense que c'est un gros micmac pour l'instant pour avoir toutes les autorisations et tout pour être opérateur dans chaque pays. Mais tu pourrais quand même imaginer qu'à terme, Starlink soit un opérateur presque à part entière. Bon, ça passerait pas dans les immeubles, tu vois, il manquerait ça, mais avec du Wi-Fi. Enfin, bon, pourquoi pas, tu vois, c'est assez intéressant. Mais c'est amusant, là, vraiment, Apple arrive derrière, alors qu'ils auraient dû avoir un coup d'avance sur ce truc-là. Mais bon, c'est bien pour l'utilisateur, tu vois, si ça arrive, c'est quand même un truc super cool de se dire, tiens, je suis au milieu du désert ou au milieu de l'Antarctique et je peux appeler avec mon iPhone, ce serait fou quand même. C'est qui l'opérateur aux États-Unis qui propose ça? T-Mobile, je crois. C'est T-Mobile aux États-Unis, donc propose donc la possibilité dans les zones blanches de pouvoir envoyer un SMS. Via donc c'est en bêta Starlink. dans iOS 18.3 actuellement. Ça reste une bêta. Ouais. Après Mickey et Donald, on parle de Tim et Donald.
Oui, alors ça c'est bon, c'est une info qui est même un petit peu ancienne. Je crois que c'était la semaine d'avant encore. Oui, mais comme on avait enregistré, qu'on n'était pas sur le compte, voilà. Hein, mais c'est intéressant quand même parce que tu sais, quand même Tim Cook s'est positionné quand même contre les Républicains, contre Trump. Mais voilà, vu que Trump a été élu, que maintenant effectivement faut se plier aussi aux exigences du président élu et que tu es obligé de courber un petit peu les chines. Alors, il n'avait pas l'air heureux quand même à la cérémonie d'investiture, mais il a quand même donné 1 million. Il n'était pas obligé, tu vois, il a quand même fait. Et évidemment, Apple protège ses intérêts, hein, tout ça, business is business. Tim Cook a quand même un peu anticipé, ils ont des usines aux US, tu vois, pour faire un peu des puces, un peu les Mac encore, mais c'est encore un peu timide. En fait, Apple a quand même compris qu'il fallait qu'ils se sortent du 100% Chine. Donc maintenant, on a des usines en Inde, au Brésil, un petit peu partout. Mais c'est vrai que tu leur enlèves TSMC, tu leur enlèves Foxconn, ils sont un peu à poil demain quand même. Donc, tu sais comment Trump appelle Tim Cook ? Tu vas faire une blague sale là, non ? Non, il l'appelle Tim Apple. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, il n'a pas compris que... Voilà. Bref, en tout cas, c'est un sujet qui nous intéresse, un sujet qu'on va développer la semaine prochaine. Ce sera le sujet d'un spécial Tim Cook dont on refait le Mac. On fera un petit bilan de c'est presque 8 ans, 9 ans, 10 ans maintenant de président, 12 ans de présidence d'Apple. On fera un bilan également de ses possibles successeurs et si il va passer la main. Et c'est vrai qu'on est à un moment un peu charnière car les valeurs d'Apple, les valeurs très californiennes ne sont pas forcément Trump compatibles. Comment Apple va se positionner ? Est-ce qu'elle va devoir se renier pour pouvoir se mettre Trump dans la poche ? On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va faire un gros sondage cette semaine sur le site Mac Forever. On fera un beau papier, un beau sondage où vous pourrez voter et nous dire tout ce que vous trouvez bien et pas bien dans la gestion de Tim Cook ces dernières années aux commandes d'Apple. Dernière info ou rumeur, on parle de Google et d'HTC. Oui, alors tu vois, tout le monde trash Apple sur le Vision Pro, mais finalement, ils s'y mettent. On a vu les dernières keynotes de Google. Et donc Google, ça les intéresse quand même un petit peu. D'ailleurs, leurs interfaces ressemblent beaucoup à celles d'Apple aussi. Et puis, ils voudraient du hardware, comme avec le Pixel à l'époque. Et donc là, ils ont racheté une partie des activités de HTC. Donc HTC qui faisait, on va dire, ça a été le premier casque VR qui marchait vraiment bien, quoi. Où tu n'avais pas du tout mal au cœur. Bon, il fallait un gros PC à côté, mais c'est vrai que tu pouvais vraiment jouer à des jeux vidéo. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui manque à Apple, un positionnement. Tu vois, Facebook, ça marche quand même pas si mal avec le jeu. Et Google, je pense qu'ils vont s'y mettre aussi un petit peu. Et vraiment, je pense que c'est un domaine. On va pas parler du porno, mais tu vois, je pense qu'il y a quand même deux choses qui drivent un peu les technologies des fois comme ça. Et on n'a pas Christophe sous la main. On lui aurait posé la question, lui qui a également un grand expert du porno. Non, qui est un expert du Vision Pro. Je ne permettrai pas. Mais bon, les apps sont toujours tournées. On t'embrasse, Christophe. Mais tu sais qu'il y a un précédent. HTC avait vendu une division à Google dans le passé qui s'appelait Pixel, qui est devenue la division Pixel. Donc ça peut devenir quelque chose d'important. J'en ai parlé. Tu as raison. Ouais. Alors, et puis, curieusement, alors que c'est vrai que nous, les premiers, on est assez critiques envers Apple et son Vision Pro, HTC racheté par Google, et puis Samsung qui présente aussi un projet, le projet Mohan. Tu peux nous en parler ? Alors, donc là, c'est la fin du buzzomètre. Non, tu peux continuer. Ça reste collé au buzzomètre. Ouais, donc en gros, vous savez mon amour pour le Vision Pro. Et c'est péjoratif. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc en gros, il y a un projet commun entre Samsung et Google qui s'appelle Mohan. Et on voit là pour le coup le clone moins cher sûrement de. Oui. On n'a pas les prix, on n'a pas les détails, mais le peu qu'on a vu quand même. C'est le clone de l'un et de l'autre, même la batterie de chargement. Je ne sais pas si c'est pour se moquer ou pas. Attends, Stéphane, ils vont pas faire un produit, regarde, qui ressemble comme... C'est des images de MKHBD, puisqu'il a eu la chance de pouvoir le tester en avant-première. Mais on a vu, effectivement, on retrouve à peu près le même design du casque de ski cher à Didier. On retrouve la batterie externe, on retrouve... il n'y a pas l'écran en façade qui permet de voir les yeux, mais ça ressemble vraiment comme une goutte d'eau. Le système d'interface qui sont très proches. Je vois pas Samsung s'investir autant dans un produit sans... Juste pour dire, regardez, nous aussi on en fait un. C'est qu'il y a quand même voilà, c'est qu'il y a potentiellement une nécessité de marquer la culotte Apple parce que ça pourrait être un marché d'avenir. Je ne sais pas, Laurent.
Je pense qu'Apple est très emmerdé avec l'Apple Vision Pro. Et j'ai vu qu'ils ont embauché, il y avait une offre d'embauche autour de l'Apple Vision, donc ils continuent à staffer du monde. Sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs. Tu vois, ils ont démontré qu'on pouvait faire à $4 000, il n'y a pas photo. Ce que je veux dire, c'est pour moi encore une fois, c'est pas le hardware le sujet, même si le sujet est très complexe, c'est le software, c'est les usages. Et c'est le hardware, on a tous dit, c'est un superbe appareil. C'est la première fois où on n'a pas trop la dizziness, hein, le mal de tête. C'est le truc qui te règle les yeux. Moi qui suis astigmate, j'ai pas eu besoin de mettre de lunettes. Ça arrive. Et non, j'ai casse-couille aussi. Et donc, du coup, le vrai problème, ce sont les usages. Et je pense qu'Apple est ennuyé parce que je pense qu'ils ont touché quelque chose, d'intéressant. Ils ont compris ça va se passer. Tu vois, on a l'IA qui arrive dans les usages là, et tu te rends compte qu'il y a un monde avant et un monde après, et on a l'impression qu'il n'y a pas encore ce monde après sur l'usage des casques. Et c'est. Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais on n'a pas de résultat positif pour l'instant. Il se pourrait. Moi, je pense c'est pourrait qu'il se passe quelque chose. Peut-être que c'est trop tôt, je sais pas. Je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'il y ait un effet qu'ils arrivent à créer un marché pour tous. À $4 000, c'est assez étonnant. Mais encore une fois, on va voir dans quelques semaines, dans quelques mois, s'il y aura une version 2, plus accessible, améliorée, avec plus d'intelligence artificielle. Hein. C'est l'enjeu. Et moi, j'estime que c'est le produit qui a le plus besoin d'IA. Parce qu'en fait, qui a le plus, en tout cas, besoin de Siri pour fonctionner. Parce qu'on n'a pas de clavier, parce qu'on veut discuter avec l'intelligence artificielle. Allez, on passe et merci pour le busomètre, mon cher Didier. On passe à notre sponsor, à commencer par NordVPN, qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net, aussi bien sur votre Mac, sur votre iPhone, votre iPad, l'Apple TV, et même sur le Vision Pro. Moi, j'adore. Sur l'Apple TV, ça me permet vraiment de regarder plein de contenus. En plus, vous pouvez accéder à des contenus, on l'a dit, vidéo non disponibles en France, sur Netflix, par exemple. Laurent, tu peux nous donner quelques exemples. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que tu as pas besoin d'aller chercher les dernières productions. Tu sais, il y a la chronologie des médias qui fait qu'en France, on doit attendre 6, 9 mois, 1 an pour avoir des films. Et ils arrivent plus rapidement sur Amazon Prime et sur Netflix si tu es actif dans VPN. Mais tu as souvent des films qui sont réservés, par exemple, à des catalogues à Canal. Tu vas sur Amazon Prime, tu tapes le nom d'un acteur, tu vas le retrouver dans la version américaine d'Amazon Prime, alors qu'il faut le louer en France ou il faut être abonné à Canal. Donc il y a plein de bonnes affaires à faire. Tout à fait. Il faut un peu bidouiller, il faut un peu regarder. Moi, je cite souvent cet exemple. Mon fils est un grand fanat de manga et d'animé, et donc en fait il regarde beaucoup Crunchyroll, là-dessus, et il est abonné en Turquie. Et il paye 83 centimes par mois, et du coup il se le paye lui-même. Donc il est très très fier de se le payer lui-même, tu vois, alors qu'il payait, la seule fois où il a fallu le payer, c'était 12 € ou 13 € en France. Alors attention, encore une fois, il faut prendre du recul. L'idée, c'est pas d'aller chercher là où c'est le moins cher, là où c'est... tu vois, le but, c'est pas de planter une plateforme, parce que finalement les prix s'adaptent au marché. Mais il y a des endroits où ça abuse, quoi. Tu vois, quand on voit combien YouTube nous rémunère et combien derrière ils font payer leur abonnement premium, tu te dis les gars, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ça va plus dans la poche de YouTube que chez les... Donc j'ai moins de scrupules, tu vois, je le fais pas massivement, mais au cas par cas, je peux éventuellement... Et puis il y a plein de contenus de sport aussi, que vous ayez la F1 qui va reprendre dans quelques semaines. On a hâte de reprendre, refait la F1. Moi, je vais faire un truc tout simple, c'est que je paye un abonnement F1 qui est très cher à l'année. Je paye un abonnement une centaine d'euros. Pour l'application F1. Pour l'application F1 de F1, donc l'application est très chère, et elle donne accès à tout en temps réel, les essais, les vues dans les formules. Enfin, vraiment, c'est le top. Et en fait, depuis qu'ils ont signé un accord en France avec Canal, et en Angleterre aussi, d'ailleurs, avec l'opérateur anglais. Tous les pays européens. Non, pas tous les pays européens. Non, parce que si tu te mets, par exemple, dans d'autres pays, ça fonctionne. Mais bon, moi, du coup, je me connecte directement, soit en Italie, soit aux US, selon où je suis basé. Et là, tu as tout le contenu. Et là, j'ai accès à mon contenu. Bon, en tout cas, NordVPN nous propose en ce début d'année un joli cadeau en tapant le lien dans la description de la vidéo, en cliquant, en scannant le QR code à côté de moi. Au menu de ce lien, 4 mois d'abonnement gratuit si vous souscrivez un abonnement de 2 ans pour un prix promo par mois à partir de 2,91 €. C'est même pas le prix d'un café. Donc merci à NordVPN de nous soutenir.
Autre sponsor cette semaine, Extreme Mac. On adore les produits Extreme Mac, notamment ces petits câbles que j'ai toujours à côté de moi. Ce câble qui ne fait jamais de nœud, qui s'enroule, qui est tressé, qui est vraiment de très bonne qualité pour Mac, iPhone et également Samsung Galaxy. C'est des câbles USB-C. Il existe en 2 versions. Une version de 60 watts pour vos iPhones, vos iPads, vos tablettes et vos Galaxy, ou une version 240 watts plus puissante pour recharger plutôt vos ordinateurs. Extreme Mac vous propose une remise exceptionnelle de moins 30% sur les 2 modèles avec le code AURELM. Là, c'est la version blanche de 60 watts. Donc, c'est AURELM, j'arriverai jamais à dire le tiret bas. Underscore 60 watts ou AURELM underscore 240 watts. Vous avez 30% de réduction. C'est un beau cadeau que vous fait Extreme Mac en allant directement sur le site Extreme Mac. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez les 2 QR codes pour les 2 références. N'oubliez pas de mettre le code également pour avoir votre réduction. Et merci à nos amis d'Extreme Mac de nous soutenir. Regardez cette réaction de Mano sur Twitter. Lorsqu'on observe les évolutions de l'iPhone, on revient au sujet de l'émission, et de Samsung qui reste largement incrémental d'année en année, peut-on considérer que ces appareils ont atteint un plafond de verre? Est-ce que c'est l'IA qui va prendre le relais? Et je vous propose d'en débattre dans ce prochain chapitre. Un chapitre 100% AI et un Galaxy 100% AI. Comme l'an passé, Stéphane, Samsung mise à fond sur la carte de l'IA, surfant vraiment, tu l'as dit, lors de la keynote sur les retards d'Apple. Et il mise tout azimut, ils attaquent tout azimut, le Gemini de Google. Il est partout, le Gemini, dans le Samsung. Oui, quand la keynote est arrivée, il y avait le logo de Google qui était à côté de celui de Samsung. Il n'y avait pas d'équivoque, il n'y avait pas de doute. Voilà, là, ils avaient déjà fait quelques nombreuses avancées dans les versions précédentes, rendant accessible quand même l'intelligence artificielle dans tous les pays sans qu'il y ait de limitation ou quoi que ce soit. Et voilà, et donc là, on le voit. On appuie sur le bouton, ça active directement. Voilà, et en fait, moi, je vais juste. Ce sont des outils. On utilise tous ces outils-là de Google au quotidien depuis très longtemps, depuis 20 ans, pour certains. Et ça vient juste encore magnifier l'expérience que nous avons par rapport à ça, sachant que l'IA aujourd'hui est un accélérateur de productivité. Et comme on a toujours notre téléphone dans la main, c'est quelque chose qui est vraiment, cette fois-ci, décisif. Ça a été dit un peu avant. Le matériel, finalement, emporte peu. C'est le logiciel. C'est Didier, je crois, qui le disait. Parce qu'on ne voit pas de différence entre l'iPhone 12, 13, 14, 15, 16. On pourrait se contenter du 12, même presque. Mais s'il y avait l'intelligence artificielle qui était sur le 16, on mettrait le 12, 13, 14, 15 à la poubelle, entre guillemets. Et là, c'est vraiment quelque chose. Et là, on va peut-être en parler de quelques petites fonctionnalités qu'on a pu rapidement tester. Je vais te relancer. Est-ce que tu peux nous faire un petit florilège de fonctions IA qui t'ont marqué par rapport à cette présentation et le peu que tu as pu voir alors que ça fait un peu moins de 2 jours qu'on a l'appareil photo. L'appareil photo. On en parlera des photos après. Mais non, mais ce que c'est vrai que pour moi, c'est déjà quelque chose qui est... il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que malgré le manque quand même de... Parce qu'il y a beaucoup eu de comparatifs entre le S24 Ultra et le S25 Ultra sur différents comptes TikTok et autres, Instagram, qui montraient finalement, matériellement parlant, voilà, mais la différence, elle est là, elle est à l'intérieur. On en parlera aussi des puces. Ça aussi, il y a eu quelques progrès, mais vraiment. Donc, le truc principal, donc il y a le Personal Data Engine. Qu'est-ce que c'est ? Ça analyse nos données personnelles pour qu'on ait l'expérience la plus proche de ce que l'on est, parce que l'objectif de ce téléphone doit être le premier téléphone qui doit être un véritable compagnon, un véritable assistant. Alors, au quotidien. Je me fais l'avocat du diable, c'est-à-dire que toutes nos données partent chez Google ? Non, c'est un traitement local. Non, il y a des traitements locaux. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est intéressant. Ils ont insisté là-dessus, et c'est vraiment il y a vraiment une réelle volonté de dire que voilà, ce qui est personnel reste en local, et c'est très important, et c'est signifié, et même dit quand on accepte les conditions, d'ailleurs, on le voit bien, et c'est bien mis en avant. Toi, j'ai du mal à... Non, ils peuvent pas se permettre de faire ça, parce qu'imagine, c'est faux, ils se prendraient des méga procès dans la tête. Mais ils les ont pris. Et ils ont payé, et ils ont l'argent pour payer, donc voilà. Bon, encore une fois, ok, n'y crois pas. Alors, non, mais c'est pas que j'y crois pas, c'est que moi je veux y croire, mais j'ai du mal. Laurent.
On sait qu'en tout cas, le mantra d'Apple, c'est la confidentialité des données. Mais on sait que le mantra d'Apple, c'est d'essayer de faire tourner en local des moteurs d'IA. Google et Samsung semblent s'essayer également. C'est assez... Non, mais ils ont raison. Après, c'est une question de philosophie, comme toujours. Les gens qui se posent la question, allez sur Internet et cherchez comment fonctionne Apple Pay, comment fonctionne Google Pay. Juste, c'est pas moi qui vous le dis. Okay, vous allez sur Internet, cherchez le fonctionnement d'Apple Pay, cherchez le fonctionnement de Google Pay. Et en fait, quand tu regardes le fonctionnement des deux, tu as tout compris. Google Pay siphonne toutes tes infos de paiement avant de les passer à la banque. Apple fait juste du routage et ne voit pas. Donc en fait, les données sont cryptées. Et donc, exactement. Et donc, c'est deux approches fondamentalement différentes. Donc aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. J'adore Google pour plein de choses. Okay, mais je ne peux pas croire aujourd'hui que ni Google ni Samsung soient dans un truc où non, mais ce qu'on va faire, c'est protéger. Android, c'est une passoire, et donc en fait, c'est comme ça, c'est le mode de fonctionnement. Alors bien sûr, on va encore me dire, mais non, Laurent, tu fais ton fanboy. On parle de hiérarchie, ok, c'est une question de niveau, enfin, okay, de perception. Ce qui paye Google, c'est les données, hein. C'est ce qui fait vivre. Exactement. Donc, sans données, j'ai du mal à comprendre, Didier, que Google se cache et se prive de données qu'ils pourraient monétiser. C'est leur moteur, le modèle économique de Google. Oui, mais en fait, c'est le débat qu'on a sur plein de sujets. Hein. Regarde, on fait des médias gratuits, c'est la publicité, c'est indirectement les données. Je t'ai déjà raconté l'histoire des gens qui attendaient devant la boulangerie là, pour avoir leur baguette gratuite, et puis je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites? Ils remplissaient des formulaires pour avoir une baguette gratuite en donnant toutes leurs données, parce qu'il y avait la baguette là maintenant. Tu vois. Ouais. Et en fait, le vrai trade-off de ça, c'est effectivement, qu'est-ce que tu es prêt à donner par rapport à ce que tu es prêt à avoir? Et des fois, il n'y a pas de logique. En fait, on est un peu schizophrène complètement, quoi. Tu vois, on est très stressé d'avoir des offres commerciales trop ciblées, qui me paraît pas être un souci majeur. Par contre, il y a d'autres sujets, effectivement, tes données de paiement, tu te dis, ah là, c'est peut-être un peu plus problématique derrière. Donc, l'IA, je pense pas qu'on peut en faire quand même en ayant une confidentialité à 100%. Mais par contre, ce qui est sur ton téléphone, t'as pas trop envie quand même que ça parte non plus. Donc il va falloir trouver ce juste milieu. J'espère qu'Apple justement va bien mieux le faire que les autres pour essayer de nous mettre un peu en confiance. Mais c'est vrai que l'IA, tu vas donner beaucoup de choses en fait. Si tu veux ton Jarvis perso, il faut qu'il tourne un maximum en local et que uniquement de la data publique, il aille la chercher ailleurs. Et ça va être un vrai enjeu ces prochaines années. Mais est-ce qu'il y aura quand même pas plein de gens qui seront prêts à tout donner parce qu'ils voudront pas payer l'IA ou parce que tu vois ils voudront des choses plus complètes, etc. Et voilà, après tu peux dire je peux avoir le choix aussi, quoi. Stéphane, en fait, j'ai retrouvé juste la phrase qui est dite quand on commence à paramétrer ça. Il dit le Galaxy S25 utilise un moteur de données personnelles qui traite les données d'utilisateurs localement sur l'appareil. Cette approche garantit que les informations personnelles n'ont pas besoin d'être envoyées au cloud pour analyse, réduisant ainsi l'exposition aux violations potentielles de données. Quand on affirme cela de façon aussi ferme et claire, en théorie, je pense qu'on le fait. Ouais, j'espère aussi. Je vais pas dire là, je pense qu'on n'est pas quand même avec des méchants qui vont vouloir faire l'inverse. Ok. Et puis on le voit également dans nos sondages réguliers, lorsqu'on demande quelles sont vos préoccupations aujourd'hui quand vous achetez un iPhone, quelle est l'importance de la privacy des données, le respect de vos données personnelles, on s'aperçoit que ce n'est pas une préoccupation des acheteurs d'iPhone aujourd'hui. Ce n'est pas la première, loin de là. Après, le Personal Data Engine, on parle d'une autre fonction d'IA qui t'a séduit, qui s'améliore cette année, qui était déjà apparue l'année dernière, c'est le Circle to Search. Kezako. C'est compatible. Là, cette fois-ci, on entoure la chose qu'on veut chercher et ça nous permet de trouver tout de suite immédiatement. C'est sympa. Il y a une vraie valeur ajoutée du stylet. Voilà. Qu'est-ce qui est nouveau cette année? Cette année, c'est qu'il y a Shazam. Ah, l'équivalent de Shazam, ouais, voilà. Donc, tu entoures une chanson ou tu entoures une vidéo, il va chercher la musique. Exactement, voilà. C'est pas mal, voilà. Bon, c'est un petit truc, voilà. On en a parlé tout à l'heure, c'était le No Brief, donc ça, c'est l'ensemble des informations quotidiennes dont on a besoin, c'est vraiment très sympa. Alors, donc voilà, c'est entre tes mails, les tâches, l'agenda, les différents rendez-vous qu'on peut éventuellement avoir récurrents pour les enfants ou autres personnels, etc. La façon dont on doit s'habiller, si on aime le foot, on a peut-être le calendrier de notre équipe préférée. Ou en temps réel, le match. Ou le match, si on ne peut pas le suivre à la télé, on a le résultat parce qu'on a juste à appuyer sur le bouton disant que ça m'intéresse et automatiquement on a la chose qui revient. Enfin bon, il y a c'est une sorte de centrale personnelle d'informations qui peuvent nous concerner, qui se met en place et qui s'améliore au fur et à mesure parce qu'il nous connaît de mieux en mieux.
par rapport aux usages quotidiens du téléphone. Alors, on l'a vu arriver dans Apple Intelligence et on l'avait déjà vu arriver l'année dernière, mais elle s'améliore cette année encore. C'est la retouche photo, plutôt la gomme magique, c'est ça? Alors, la gomme magique, vous allez voir une petite vidéo qu'on a testée hier avec quelqu'un que vous reconnaîtrez sur la photo, mais l'autre, on ne le connaît pas. Il est derrière. C'est Théo, c'est notre monteur en chef. Voilà, qui a. Et donc, vous allez voir comment est la rapidité d'exécution et la qualité de l'exécution. Voilà, nous prenons une photo de Olivier donc, et de Théo. Nous décidons arbitrairement de supprimer Olivier. Ah oui. En 2 secondes et demie, là, c'est en temps réel. La photo est modifiée. Le canapé est nickel, chrome, il n'y a rien à dire. Regardez comme c'est beau. C'est patent quand même. C'est vraiment magnifique quand même. D'où l'importance du traitement local. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui le font sur nos PC et sur nos Mac aujourd'hui, mais la rapidité d'exécution est assez remarquable. Ah oui, là on voit la différence avec le Pixel, Didier, sur... Alors par rapport à ce que fait Apple Intelligence, par rapport à ce qu'il y a sur l'iPhone, ça c'est une vraie... On est un peu frustré de ne pas avoir ça aujourd'hui, Didier, quand même. Hein. Il y a plein de petites fonctions que, en fait, il faut les gens là qui sont que sur l'iPhone, ce que je comprends, ils n'ont pas le temps de tester tous ces trucs, et du coup ils se rendent pas compte un peu de tous ces petits trucs du quotidien qui sont très très cool. Sur le Pixel, il y a même une fonction, tu sais, où si tu es juste les deux, tu veux te prendre aux photos en même temps, tu peux le faire séparément, puis là tu peux le faire les aussi, photos. Ouais. Voilà, il y a aussi effectivement cette fonction. Effectivement, le Pixel, il est un petit peu moins puissant que le Samsung, c'est un peu son gros défaut. Et c'est pratique. En fait, tu t'y habitues bien à tous ces machins. Et après, quand tu reviens sur l'iPhone, tu dis ah oui, toutes ces fonctions, tu peux les avoir, mais il faut des apps. En fait, t'as plein d'apps qui le font. Et des fois, tu te dis mais Apple, pourquoi ils achètent pas des apps? Il y en a plein qui font plein de trucs cool. Par exemple, le mode portrait, ils nous l'ont survendu pendant des années. En fait, t'en as quasiment pas besoin d'avoir le double objectif, le truc et tout. Et t'as des apps qui font ça super bien depuis des années, et sur des anciens modèles aussi. Donc, il y a des fois, ils surjouent un petit peu ce truc-là. Mais ils achètent pas tant de techno comme ça, quoi. Tu vois, il y a Shazam, il y a 2-3 trucs, mais vraiment, acheter Caption, quoi. Bah oui, c'est clair. Tu l'aurais dit souvent, ça. Et après la gomme photo, voici la gomme audio. Ah ouais. Stéphane a mouillé le maillot. Regardez, il nous fait une jolie démonstration. C'est une amélioration du rendu sonore. C'est assez étonnant. Regardez. Bonjour, donc on va faire une expérience. Vous entendez très peu ma voix parce qu'il y a le bruit de l'avion qui est en train de la couvrir. Nous allons tester la fonction anti-bruit sur la vidéo et vous allez voir, comme par magie, m'entendre tout à fait distinctement. On peut maintenant retourner en plateau. Quel talent, Stéphane Zibi. Donc vraiment, c'est assez étonnant. On avait mis vraiment de gros réacteurs d'un avion en décollage à Roissy. Et ça, encore une fois, c'est des fonctions qu'on retrouve chez Adobe, etc. Mais voilà, intégré dans une vidéo, ça peut vraiment... Ou même lorsqu'on veut faire une interview... Là, on n'avait que deux... Excuse-moi, mais Olivier, mais on avait ma voix et l'avion. Mais si on peut avoir la voix, l'avion, d'autres personnes qui parlent à côté et d'autres trucs, on peut mettre en sourdine ce que l'on souhaite. Il a fait une analyse de toutes les différentes sources d'informations. Et en fait, tout ça, c'est un peu la même techno. C'est que quand on est... Parce qu'il y a la possibilité, bien sûr, de retranscrire des conversations téléphoniques, des enregistrements. Pour les journalistes, c'est quand même quelque chose de très important. Oui. Là, l'intelligence artificielle reconnaît les différentes sources et met en sourdine. C'est très simple. Et c'est ça qui est très bien fait, c'est qu'ils ont mis, pour le quotidien, pour tous ceux qu'on utilise, etc., des nouveaux usages qui parfois nous obligeaient à savoir maîtriser un logiciel ou parfois nous frustrer parce qu'on n'avait pas obligatoirement le résultat qu'on attendait à la fin. Mais vraiment, j'étais scotché, quoi. Par rapport à ce que tu as testé sur l'iPhone 16 Pro, on a vu arriver également un système d'amélioration audio. Ça ne s'appelle pas la gomme audio chez Apple, mais sur l'iPhone 16 Pro, on a aussi des traitements. Voilà, c'est une tendance que suit également Apple. Oui, parce qu'ils avaient fait un peu d'anti-vent qui marchait plus ou moins bien. Tu sais que moi, je fais beaucoup de tournage à l'iPhone, et puis des fois, on utilise les micros de l'iPhone, et j'ai eu plein de bugs de son. On a désactivé l'anti-vent maintenant parce qu'il l'activait n'importe comment, en fait, même dans les voitures et tout. Ah. Et en plus, ils ont un super traitement dans Final Cut, justement pour isoler la voix, là, ce qu'on vient de faire quasiment avec Stéphane. Et j'ai l'impression qu'ils l'utilisent pas sur l'iPhone, tu vois. Ils auraient pu le mettre, par exemple. Ils ont quand même des trucs qui marchent bien. Et ouais, il y a plein de technos comme ça. Bah, tu vois, on parlait de Caption, mais par exemple, du sous-titrage, maintenant, c'est des trucs qu'on fait souvent. De la dictée, vous l'utilisez peut-être souvent aussi pour écrire les messages et tout. Et toutes ces petites choses aujourd'hui sont complètement larguées chez Apple. Et c'est vraiment de l'usage de quotidien, tu vois. Tu fais une vidéo, t'as pas envie que le son soit parasité quand t'enregistres quelqu'un. C'est vraiment un truc super utile pour le coup, même plus que l'anti-vent presque. C'est-à-dire qu'en clair, tu vas faire ton montage sur Final Cut, au moment où tu vas faire des extraits, tu vas passer par Caption. C'est juste un non-sens, quoi, parce qu'il n'y a pas les fonctions aussi évoluées dans Final Cut par rapport à Caption. C'est vrai qu'on fait exactement la même chose, sauf que nous, on utilise plutôt Premiere. Parce que nos monteurs sont plutôt Adobe et DaVinci que Apple, mais on essaye, mais on n'arrive pas vraiment à les convaincre. Tu as beaucoup insisté en préparant cette émission pour dire que c'est à l'image de la gomme audio, ce n'est pas
que des fonctions d'IA de Google, mais des fonctions propres à Samsung, et qu'ils veulent faire une sorte d'écosystème avec des API ouvertes pour que différentes applications puissent communiquer entre elles. On le voit avec le système d'alerte comme le Dynamic Island d'Apple, qui permet donc d'afficher, de pousser du contenu et que l'intelligence communique entre les diverses applications. C'est l'intérêt justement, et en gros ça fera encore plus utiliser les applications quand on aura des données qui peuvent agrandir notre modèle, on va dire le modèle personnel de données, voilà, qui a été évoqué. Voilà. Alors, dès lors, moi j'ai bien compris, et tu as beaucoup insisté, Stéphane, lors de ton introduction, que Samsung vraiment s'est associé, vraiment c'est presque un téléphone co-brandé Google. Ah, oui. Dès lors, est-ce qu'il n'y a pas, les amis, selon vous, un risque de dépendance de Google à Google de Samsung? C'est la stratégie. Je vois pas ce qui est de mal en fait. Je dis pas que c'est mal. Mais non, parce qu'ils sont souvent. Non, mais il y a un risque de dépendance. Elle est où la valeur ajoutée de Samsung? Sachant que Google fabrique ses propres téléphones, c'est ça en fait l'idée. Il y a une dépendance de fait déjà qui date depuis plein d'années parce qu'ils sont sous Android. Oui, mais il y avait leur surcouche graphique, mais il y avait leur matériel, il y avait leur puce, il y avait leur qualité on en parlera photo. De la puce, mais tout ça a tendance à disparaître. Oui, mais au profit de l'IA. Oui, bien sûr, mais c'est normal. Mais c'est la dépendance, c'est que Google a réussi à faire évoluer ses modèles, donc elle n'a pas seulement filé un OS. Mais concrètement, une marque comme Samsung, qui est comparable à Apple, qui est un shibol, donc un conglomérat, équivalent d'un conglomérat au Japon, a largement les moyens de développer sa propre IA. Alors, pourquoi Apple le ferait pas, c'est pas Samsung? D'un point de vue un peu macro, c'est amusant de regarder un peu ce qui se passe en Asie et de voir là où les pays sont devenus bons. Tu sais, avant, le Japon était vachement en avant sur les caméras, sur tout un tas de choses, les puces, les Toshiba, enfin, tu vois, on a plein de marques japonaises, là. Et c'est drôle de voir sur quoi ils sont devenus bons et pas bons. Par exemple, sur tous les processus industriels, moi, je teste beaucoup de voitures. Et c'est vrai que, par exemple, le groupe Hyundai Kia, là, ils ont une énorme avance sur le hardware, tu vois, ils chargent très très vite, etc. Par contre, le software... Numéro 2, numéro 3 mondial, désormais, je vais pas dire exactement. Ouais, incroyable. Et le soft, c'est une calamité, c'est-à-dire qu'ils refusent de se mettre sous Android et tout pour l'instant. Les Japonais, c'est pareil, parce qu'ils veulent pas la dépendance un peu américaine. Ce que les Chinois n'ont pas du tout, eux, ils s'en fichent, ils se prennent des bases d'Android, ils te mettent des surcouches, ils te font vachement de soft, ils te font vachement d'IA aussi maintenant. Et ils ont vraiment de l'avance, justement, par rapport aux Coréens. Enfin, tu vois, après, faut pas généraliser non plus, ils ont quand même des choses assez incroyables derrière, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, Canon là, ils ont maintenant leur puce c'est du Snapdragon, leur software il est tout pourri parce qu'ils veulent pas l'externaliser, et en fait ils se retrouvent un peu coincés aussi à cause de ça, parce que je pense qu'ils ont pas forcément envie d'avoir enfin là tu vois, ils laissent entrer le loup dans la bergerie, mais c'est presque l'exception, quoi. Laurent, ton avis sur le risque de dépendance à Google, que à terme Samsung n'arrive pas à apporter une valeur ajoutée sur ce téléphone par rapport aux futurs téléphones Pixel de chez Google, puisque autant prendre l'original, en plus ils sont moins chers. Le design en moins, peut-être. Moins performant quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Pour moi aujourd'hui, tu as 3 gammes de produits. Tu as 4 gammes de produits. Tu as les Android de... Ok, vraiment le bas de gamme. Non, laisse-moi finir. De merde, c'est peut-être un peu... Non, mais ce que je veux dire, c'est... produits d'entrée de gamme. Voilà. Ultra entrée de gamme. Ensuite, il y a... On n'a pas 600 euros ou 500 euros à mettre dans un téléphone. Je te dis juste... Non, mais je te prends le A90, les trucs comme ça, tu vois. Le téléphone, il vaut 90 euros, quoi. Tu vois ce que... Donc... Ça, c'est la première partie, la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie où tu as plein de téléphones qui sont bien, mais qui sont dans une cible. C'est-à-dire les Honor, les machins, tu vois, c'est plus typé pour un type de truc. Et ensuite, il y a 2 catégories dans lesquelles il y a qu'une marque à chaque fois. Il y a les Pixel, et ce sont les téléphones de Google, et donc ils sont très Google Android compliant, ils marchent ensemble, ils sont parfaits, tu vois, et c'est le bas du haut de gamme ou le haut du milieu de gamme, tu vois ce que je veux dire, ils sont là. Et au-dessus, pour moi, il y a les Samsung. Samsung fait de la première catégorie, mais tu as le haut de gamme de Samsung. Et grosso modo, si tu veux prendre ce qu'il y a de mieux, en fait, je pense que c'est des enveloppes qui sont quasiment imperméables. Je pense que les gens qui achètent un Samsung, ils ont le profil pour acheter un Samsung. Je pense que les gens qui acceptent... Tu n'as pas peur qu'en gros,
Google à terme propose l'équivalent du Galaxy, quoi. Et ils y vont tout doucement. Et on voit les prix monter d'année en année. Alors c'est plus des produits à 500 € les Pixels. Hein. Ouais, mais c'est vrai que les Samsung est aussi une bonne vitrine pour Google parce que comme ils ont les perfs, ils ont quand même du super Google, hardware. en fait. Je suis entièrement d'accord. Ils tirent Google en fait. Et le fait qu'ils ne choisissent pas leur propre carte d'IA, tu penses que c'est juste pas leur métier. Il faut pas y aller. C'est tout. Apple devrait faire la même chose. Et s'il faut un bon soft coréen, franchement, un logiciel de référence coréen. Bixby. Voilà, mais attends, voilà. Attendez, Bixby existe encore un tout petit peu dans Samsung, mais imaginez Apple reconnaître que Siri, depuis longtemps, ils se sont plantés et ils remplacent. C'est formidable, Siri. Ils remplacent Siri par ChatGPT. C'est pas la même chose. Bah si, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si, OpenAI, c'est pareil que Google. Ils peuvent pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce que quand on est hautain et qu'on se prend pour les meilleurs du monde, alors que parfois la concurrence fait parfois mieux, et peut-être on devrait se remettre en cause. Non, mais tu as raison sur ce point-là, à 1000%. En revanche, quand tu te veux le porte-étendard de la non-collecte des données personnelles, tu ne peux pas intégrer ChatGPT par défaut dans l'iPhone. Il faut un traitement local. Donc il faut développer un moteur de LLM local. C'est ce qu'a fait Google. Et c'est ce qu'a fait Samsung, pardon. Mais ils ne vont pas adopter le Google. Ils ont fait Samsung. Bon, bref. On en parlera dans le prochain chapitre. En tout cas, c'est plutôt bien joué de miser de la part de Samsung sur l'IA, alors qu'Apple est en retard. On vous a posé la question si c'est pour vous, c'était vraiment handicapant le fait qu'Apple soit en retard et c'était un moyen pour vous de vous inciter à passer sous la dernière version d'Android qui propose une intégration poussée de Gemini. Et si tu veux donner les résultats, Stéphane, je t'en laisse la primeur. Tu es bien gentil. La réponse à la question, c'est non, 83,8%. Donc tu vois, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Non, je trouve que ce n'est pas représentatif. Il n'y a pas le feu au lac. Après aussi, quand les gens n'ont pas utilisé, tu vois, il y a plein de choses. Bien sûr, moi, je vois savoir, maintenant, bien évidemment. Ils ne savent pas. Hein. Bien évidemment. Donc, c'est pour moi, la question, elle est mal posée. Je te remercie. Et la communauté, elle est extrêmement bien posée. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas d'intelligence sur l'iPhone vous incite à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs? La réponse à 83%, il y a quand même 400 personnes qui ont répondu. Oui, justement, mais ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Moi, je sais. Ils sont pas teubés, les gens qui regardent Refait le Mac. Ce serait intéressant par tranche d'âge, parce que les jeunes aujourd'hui, ils utilisent vachement l'IA. Évidemment. Mais moi, j'ai testé. Mais tu peux utiliser l'IA sur ton iPhone. Tu n'es pas obligé de l'avoir. Ils utilisent ChatGPT. Ma fille travaille qu'avec ChatGPT. Oui. Elle a un iPhone. Elle a un Mac. Ouais. Et donc, si elle voyait comment c'était intégré sur ce truc-là, elle virerait comme moi. Non. Parce qu'elle a Olivier comme papa. Non, parce qu'elle est habituée à son univers, elle a son écosystème. Et ce n'est pas encore un argument suffisant. Je ne te dis pas que ça le sera à terme. En tout cas, il y a eu beaucoup de réactions, énormes réactions sur le X dont Refait le Mac suite à ce sondage. Regardez, parfois totalement, les réactions, vous allez voir, parfois totalement opposées. Vous êtes loin d'être d'accord et commence par notre tweetos le plus critique, Rémi Wering. Apple était ridicule avec son contrat avec OpenAI. Cela vire à la farce avec DeepSeek R1, formé par le prix d'un vélo d'appartement à Neuilly, c'est exagéré. Cela va être quoi la prochaine excuse à la WWDC? C'est vrai qu'on a hâte d'y être. Autre réaction véhémente de Steven Klimovich, après plus de 10 ans, Siri est toujours inutilisable en français et décevant en anglais, c'est vrai. Qu'attendez-vous? Je suis pas d'accord. Comme miracle avec l'IA de Apple, il y a plus d'ingénieurs aux USA. Regardez DeepSeek et vous comprendrez que l'avenir est au téléphone chinois. Je suis pas d'accord. Moi, je dis pas que Siri c'est le meilleur truc. Je te dis juste que version anglaise. Il y a Bixby qui est pire, mais c'est une mec en consolation. En version anglaise. Encore une fois, moi j'ai anglaise avec un bon accent. Non. Justement, moi j'ai pas un bon accent et et mieux que toi, mais en tout cas, si moi j'étais marié à une Australienne, je serais bilingue, mais ce qui est pas très mais donc que j'ai d'autres qualités, mon chéri. Oh là, ça. Et non, blague à part, c'est pas pour ça qu'elle m'a épousé. Je trouve que la version de Siri américaine marche hyper bien. Elle est beaucoup plus. Non, mais t'imagines ce qu'on est obligé de faire comme circonvolution pour utiliser un truc qui devrait marcher bien depuis 10 ans. Alors là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. C'est que ça devrait marcher mieux depuis longtemps. Mais regardez combien Amazon a englouti de milliards. Ouais, mais là, on parle de Samsung aujourd'hui. Amazon marche mieux. Moi, chez moi, je suis équipé en Amazon parce que j'arrive pas avec Siri. Amazon marche mieux. Moi, j'ai fait ce constat. Didier, tu en penses quoi? Pour conclure. Oh, écoute, moi je peux pas trancher ça. C'est vrai que Siri c'est un peu la honte quand même chez Apple. Et d'ailleurs, je pense qu'ils en rigolent en interne. C'est pas possible, quoi. C'est bien private joke.
Qu'est-ce qu'on a encore trouvé pour emmerder le monde? Allez, autre réaction, regardez, de The Hungry Honey Badger. Est-ce que c'est un mot prédestiné? Après plus de 15 ans chez Apple, je viens de changer pour un Samsung S25 Ultra. Stéphane Zibi sort de ce camp. Ce test durera jusqu'à la sortie de l'iPhone 17. Ah, quand même, on verra. Alors, et puis il y a des gens plus timorés qui considèrent, comme dans notre sondage, qu'il n'y a pas d'urgence à ce qu'Apple propose une solution d'IA générative et compétitive. Regardez la réaction d'Apple Geek. L'IA à date est selon moi pas un critère important pour le choix de l'OS ou d'un appareil. La majorité des utilisateurs ne savent même pas que ça existe ou comment l'utiliser. Autre réaction d'Alex Rifrem, célèbre youtubeur. Quand j'ai vu l'arrivée fulgurante de DeepSeek et l'impact que ça a pu avoir, je me suis dit qu'aucun retard n'était irrattrapable côté IA. Je ne le pensais pas avant. Donc, tout est encore jouable pour Apple. R1 est open source et déjà intégré à Perplexity Pro. Voilà une remarque intéressante de notre ami youtubeur. Ouais. Mais est-ce que Apple aura la... C'est open source. Bien sûr. Pas obligé de le dire. Non, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que Apple aura quand même la décence ou leur reconnaître que ils sont pas capables et donc s'appuyer sur ça? Je crois pas. Il y a des données open source dans Apple Intelligence déjà. Ils s'appuient déjà sur les travaux existants, donc sur des moteurs existants. C'est pas chinois, c'est m'étonnerait. Bon, bref, autre réaction d'officier ludique. Je ne vois pas dans ma vie de tous les jours et mon activité professionnelle une utilité particulière immédiate à l'AI et ne quitterait pas Apple pour si peu. Ah bon, quand même. Gageons que ça la changera un jour, mais il n'y a pas d'urgence. Enfin, François SLN. Bonjour l'équipe, non absolument pas car l'IA ne fait pas tout et iOS est quand même bien plus agréable à utiliser et simple qu'Android. C'est son avis. Et enfin, ceux qui considèrent qu'Apple a raison de prendre son temps, regardez Adilène. Je pensais qu'Apple était totalement aux fraises sur l'IA, mais l'actualité récente montre que rien n'est fait. Pour moi, il n'est pas question de passer à Android. Soit Apple réussira à créer une IA performante, soit ils utiliseront l'intégration de ChatGPT pour être performant. Et enfin, Florent T, le retard d'Apple en matière d'IA n'est peut-être pas si grave. Beaucoup de réactions cette semaine. Quand on voit la bombe qu'a fait le lancement de DeepSeek, le futur de l'IA va probablement passer de petits modèles internes comme Apple Intelligence. Ah, j'ai oublié la réaction de Willy Tech. Je pense qu'Apple reste prudent avec l'IA, car il faut avancer doucement, sans prendre de risques, et au fur et à mesure, cela sera très bien intégré dans l'écosystème en local et amélioré par des mises à jour software. Allez, pour moi, est-ce que mon avis vous intéresse? Est-ce que je peux... Non, vas-y. J'avais sûr qu'il allait dire ça. Moi, je ne suis pas choqué par le retard d'Apple. Moi, ce qui me choque, c'est quand on a vu la keynote, l'Apple Event, au mois de juin dernier, la WWDC, en disant, ça y est, les gars, c'est prêt, regardez les démos. C'était essentiellement de la 3D, rien ne tournait vraiment. Et en clair, ils nous ont vendu un peu des choses qui vont arriver, mais qui vont arriver maintenant ou qui vont arriver dans quelques mois. Et c'est l'une des rares fois dans l'histoire d'Apple où je vois une marque que j'aime beaucoup, présenter un produit qui n'est pas fini et nous faire croire qu'il fonctionne. Et pour moi, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est simple. Pour le reste, ils sont en retard. Le tout, c'est qu'ils assument. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous, sur YouTube, à réagir dans les commentaires et à vous donner votre opinion dans les commentaires. YouTube, ça va aider notre algorithme à remonter un petit peu. Allez, on s'intéresse à un point vital d'un téléphone, c'est sa puissance. L'iPhone était largement devant les générations précédentes. Vous allez voir que les places sont parfois interchangeables. De nouveau, cette fois-ci, comme Apple chaque année, sous le capot, Samsung a tout changé, Stéphane. Ah oui, et là même dans la keynote, il y a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait tout ce qu'on peut titiller pour embêter Apple, ils l'ont dit. Et donc là, c'est la première fois qu'ils ont insisté sur... là, c'est Qualcomm qui produit la puce. C'est donc le Snapdragon 8 Elite, qui est gravé à 3 nanomètres. Et ils ont insisté sur le 3 nanomètres alors qu'ils le faisaient jamais avant. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus une exclusivité d'Apple. Ah non, c'est le concurrent principal d'Apple a aussi un téléphone avec une puce gravée à 3 nanomètres. Donc on a fait quand même les tests pour voir si cette puce était plus performante que la 18 Pro que nous avons avec nos iPhones. Qui est donc la 18 Pro. Voilà. La 17 Pro, pardon. Et là,
Surprise ou pas. Alors d'abord, le premier test, c'est un test De Geekbench, Geekbench, soyons précis, avec c'est le mode CPU, et c'est difficile de les comparer, hein, c'est deux systèmes d'exploitation différents. Donc on a C'est essayé pour de donner une idée quand même. prendre deux utilitaires de bench qui existent sur les deux plateformes. Donc on a commencé par Geekbench 6, Et donc, qui donne la puissance brute du processeur en simple cœur et multicœur. donc voilà, donc en simple cœur, c'est l'iPhone 16 qui est un petit peu devant, 3373, pardon, Ne t'excite pas, tout va bien. versus 2996. Et par contre, en multicœur, on a 8323 sur l'iPhone 16 et 9664 sur le S25. Ça fait depuis très longtemps. C'est jamais arrivé en fait depuis qu'on fait ça, je crois. Depuis qu'on Non, fait. c'est déjà arrivé, mais ça fait Ouais. très longtemps, en tout cas, depuis En tout cas, depuis les que puces. l'Apple Silicon s'est autant oui. popularisé, autant monté en puissance, que un téléphone sous Android s'était montré plus rapide sous Geekbench qu'un téléphone iOS. Ah. Autre test, cette fois-ci, pour refléter La GPU. la puissance du processeur graphique. Alors, on n'a pas utilisé Geekbench parce qu'évidemment, c'est du métal. Ouais. Donc, c'est un langage qu'on ne retrouve pas chez Samsung et chez Android. On a pris 3D marque GPU. Voilà. Qu'est-ce que ça donne à nouveau? Alors là, là aussi, l'iPhone est bien derrière cette fois-ci, 1512 en score versus 2332. Alors, réellement, là, on voit, bon, c'est sûr que pour faire tourner un modèle en local, il faut qu'il y ait quand même La puissance. de la puissance. Là, ils ont mis les moyens en mettant une puce qui vaut vraiment le coup et qui, elle-même, surpasse l'iPhone 16. Donc avant, c'était quelque chose qui était un réel problème, parce qu'on pourrait avoir de la latence ou quoi que ce soit. Là, on a... Vous avez marqué vraiment une vraie différence par rapport, justement, on parlait du Pixel tout à l'heure de Google, Exactement. qui lui a une puce qui rame un peu. Ah oui, quand on fait la gomme, on avait la petite moulinette qui te disait ça tourne, ça 10, 15, 20, 30 secondes, selon la modification qu'on souhaitait faire. Et là, maintenant, c'est quasi immédiat. Vous avez pu voir la vidéo, là, quand on a éliminé Olivier, c'était en une demi-seconde. Éliminé, c'est pas très gentil. Ouais, je sais. Une réaction peut-être, Didier, de ce retour au premier plan des puces Qualcomm et des puces Android, sachant qu'elles sont produites par TSMC qui produit également les puces d'Apple, mais c'est quand même un petit flag qui se pointe du côté de Cupertino. Hein. Oui, mais il y a la même chose sur le monde PC. Bon, le problème, c'est que les PC font pas la transition ARM, mais sur l'iPhone, on est en ARM, donc voilà. Moi, je dirais qu'ils ont mis du temps, Snapdragon, Qualcomm, avant d'arriver à rattraper un peu Apple, d'autant que c'est quand même un peu la même architecture à la base et tout. Ça fait longtemps qu'ils font des puces. Tu te dis, bon, après... Tu vois, tu peux toujours faire une puce plus puissante en mettant un peu plus de mégahertz. Tu le laisses un peu plus surchauffer. Il faut voir aussi l'autonomie. Tu vois, derrière, ils sont un peu dans un mouchoir de poche quand même. Là, ça fait quand même quelques années. Je dirais que la bonne nouvelle, surtout qu'en Europe, nous, on risque d'avoir les Snapdragon, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, parce qu'avant, leur puce Exynos, là, c'était pas terrible. Hein. C'était surtout ça, en fait, le vrai problème dans les benches jusqu'à présent. La puce Exynos, qui est une puce maison, même si c'est encore une fois une architecture ARM comme les puces A18 chez Apple ou A17, c'est la puce de Samsung. Alors justement, je ne veux pas chercher ma petite bête encore une fois, mais on m'a toujours présenté Samsung comme une énorme entreprise qui produit tout, qui est capable de tout produire de ce qu'il y a dans un téléphone, de l'écran, c'est sa force aujourd'hui avec les écrans pliables, de la RAM notamment, et des puces. Donc jusqu'à maintenant, les puces qui étaient dans les téléphones de chez Samsung, il y avait beaucoup, notamment en Europe, des puces Exynos. Cette année, il n'y en a plus. Est-ce que c'est pas, à l'inverse, un constat d'échec, encore une fois, de la part de Samsung? Et c'est une preuve d'humilité. Mais preuve d'humilité. Quand tu es fondeur, tu mets pas ta propre puce, c'est que tu as merdé quelque part. Non, c'est-à-dire que parfois, tu sais, quand tu reconnais que tu n'es pas le meilleur, tu l'admets. Oui, je veux bien. C'est vrai que le dernier Exynos, il était, je crois, à 10 nanomètres, si je dis pas de bêtises. mais évidemment. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois... Tu peux pas être bon partout. Non, mais c'est pas d'être bon partout. C'est leur Ça métier. coûte très très cher, hein, les usines 3 nano, je crois que c'est quand même des investissements. Même Intel n'y est pas parvenu, puisque c'était TSMC qui le fait. Mais encore une fois, dans mon esprit, c'est quoi la valeur ajoutée d'un Samsung par rapport à un modèle équivalent haut de gamme chinois qui a Android chinois, c'est compliqué, mais qui aurait, s'ils ont le Google Store, mais un modèle concurrent qui a la même puce, qui a les mêmes appareils photo, on va en parler dans un instant, qui a la même intelligence artificielle de Google. C'est quoi la valeur ajoutée de Samsung? Si tu n'as pas une puce qui est différente comme celle d'Apple, l'écran, ça suffit pas, mon garçon. Tu le sais bien. Je sais pas. Parce que l'écran, tu regardes quoi sur ton Mais l'écran, ils le vendent à tout le monde. Pas leur meilleur. Cela dit, sur ARM, dès que tu es un peu haut de gamme, c'est 90% du Snapdragon. Et tu sais que même dans les appareils photo, ils te disent on a fait des puces maison, c'est du Snapdragon.
Tu vois pas le Et problème. dans les voitures, tu as du Snapdragon. Non, moi, il y a un peu le problème Nvidia, que je en vois, fait. c'est qu'une entreprise qui Ouais, mais c'est une est stratégie. le fleuron de la Mais tech ouais, mais en Corée, changer de n'est stratégie. plus capable. N'est plus capable de produire des capteurs d'appareils photo performants, ils prennent du Sony, et puis capable de prendre des puces performantes, ils vont chercher du Snapdragon, et puis capable de produire un assistant vocal, ils vont chercher. Mais il faut un bel ensemble. Ils vont chercher, et Luc Julia a travaillé encore chez Samsung il y a quelques années, ils vont chercher Google. C'est quoi la valeur ajoutée de Samsung de faire un beau téléphone comme on a là et qui fait en sorte. Sony a fait des beaux téléphones et aujourd'hui Sony ne fait plus de beaux téléphones. Voilà, c'est tout. Voilà, mais là c'est un beau parce qu'il téléphone. produisait plus de spécifiques par rapport aux autres. Oui, moi, c'est mon inquiétude. Mais bref, dernier test qu'on a fait, il nous a un petit peu surpris celui-là. Celui-là, il est raté. Hein, on a beaucoup critiqué Apple, Didier, sur le Wi-Fi 7. Si tu veux les commenter. On a juste fait un test parce qu'on vient juste de recevoir le téléphone. On l'a refait à plusieurs reprises parce qu'on ne comprenait pas l'écart. Mais les performances en mode Wi-Fi 7, juste avec notre Freebox en Wi-Fi 7 et notre borne au Netgear Wi-Fi 7, juste un speed test avec une connexion 10 gigas free. Et évidemment, on a largement, normalement, en Wi-Fi, des débits supérieurs à 1 giga montant ou descendant. Et là, les résultats sont vraiment décevants pour le Galaxy S25 Ultra. Oui, parce que tu arrives à 200 mégabits, ce qui est du Wi-Fi, je sais pas, du Wi-Fi 4, un truc comme ça, contre 1200 avec l'iPhone, qui n'est pas un bon Wi-Fi 7. Donc, on va dire que c'est de la pré-série, parce que je pense que c'est pas du tout normal d'avoir ces résultats-là. Voilà, parce que je vois pas de raison en général. Le Wi-Fi 7, t'es au moins à 1200, quoi. Mais c'est vrai que, par contre, peut-être qu'on a levé un lièvre, comme tu sais, c'est assez amusant, parce que, bon, Samsung invite pas mal de youtubeurs, ils font leurs premiers tests et tout, ils testent rien en fait. Donc la plupart de ces gens ne testent rien et ils testent jamais le Wi-Fi. De l'iPhone, on a vu les résultats du Wi-Fi 7 qu'en le testant et on était très peu à le tester. Et je pense que là, si ça se trouve, il y a peut-être un bug de Wi-Fi et personne n'est au courant, tu vois. Ça me paraît très bizarre de la part de Samsung quand même d'avoir quelque chose comme ça, d'autant que ça marchait, je crois, assez bien quand même sur le S24. Oui, c'est bizarre. Moi, je pense qu'il y aura peut-être un petit update ou tu vois, peut-être un truc software. Voilà, c'est possible aussi. On voit effectivement des énormes écarts. Je pense que, alors, encore une fois, et l'iPhone n'est pas bon. Hein. L'iPhone, il devrait être à 3500, 4000 aussi. Hein. Donc, mais le Wi-Fi 7, il dépend du nombre d'antennes, il dépend un peu des fréquences gérées. Mais malgré tout, il devrait apporter un vrai plus par rapport au Wi-Fi 6. 6 on n'est peut-être pas dans une techno qui est vraiment 100% maîtrisée. Peut-être qu'il y aura des mises à jour. Si, elle est maîtrisée, mais simplement, je pense la vraie question, c'est les contrôleurs que tu utilises. Apple avait un deal avec certains fabricants. Et maintenant, ils vont peut-être les internaliser. Et voilà, suivant les fabricants, mais t'as des Xiaomi là qui coûtent 300 balles, qui ont des super débits en Wi-Fi 7. Tu dis quand même, Apple est 3 fois plus lent qu'un Xiaomi, ça la fout mal quand même. Hein. On pouvait craindre effectivement qu'avec une telle montée en puissance, ce serait au détriment de l'autonomie. Encore une fois, on l'a depuis 48 heures, donc c'est difficile de donner un verdict. Mais apparemment, l'autonomie serait comparable d'après nos confrères. Et la puissance de la batterie reste la même, 5000 mAh. En revanche, une petite déception, c'est la charge sans fil qui est limitée à 10 watts. On sait qu'Apple n'est pas très fort, elle est à 15 watts, mais ils ont même réussi à faire moins bien qu'Apple. Par contre, la charge filaire est bien plus rapide, 45 watts contre seulement très rapide. Très rapide. J'étais à 10%, ils m'ont en 2 secondes. Alors, une fonction qui est c'est fou quand même, parce que là je vous trouve très calme. Là. Quand Apple était à 15 watts, Didier, il était vent debout en disant mais tous les autres ont beaucoup mieux et tout. Et ces trucs, et là ils sont à 10 watts et vous dites non mais ça va quoi, c'est bon. Ouais. Non, je dis ça va, on conserve. En vrai, c'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. La charge sans fil, c'est de la charge lente. Le seul truc un petit peu moins bien que de l'iPhone. Bon, ok, d'accord, ok, super. Ça fait. Le match pour l'instant, il est bien déséquilibré. Hein. Ouais. Pour l'instant. Oui, c'est Didier, on t'a pas entendu, excuse-moi. La vraie charge rapide, tu la veux sur le fil, c'est-à-dire tu as ton gros chargeur de 150 watts et tu as envie que ton truc il charge en 10 minutes, comme les Redmi depuis 2-3 ans. Moi j'ai des téléphones au bureau, on les utilise tous les jours, il y a des gens qui les ont. Et il marche super bien, et il charge à 140 watts, il charge en 10 minutes. Tu vois, en 5 minutes, tu mets la moitié, en 12 minutes, tu le mets à 100%. Et tu sais que l'air de rien, ça c'est génial. Surtout nous, on fait des tournages, des fois, on est obligé de charger les iPhones, on attend 40 minutes pour qu'ils soient un peu chargés, et tu te dis, quand même, c'est pas cool. Quoi. Mais même sur l'iPhone, hein, moi je charge l'iPhone avec, mon chargeur de MacBook. Parce que j'ai un câble USB-C sur le bureau qui me sert à tout charger. Et câble extrême Mac, bien sûr. Et c'est vrai que, tout à fait, et c'est vrai que je replie après comme que j'enroule. Non mais c'est vrai que le matin, tu vois, quand tu es vraiment qu'il n'y a pas beaucoup, tu le mets 5 minutes, tu vas te faire un truc, tu reviens, tu es à 35%, ça t'a sauvé, hein. Ça te sauve, tu vois. Alors une fonction qui est passée un peu inaperçue, c'est la fonction de communication par satellite qui fait également son apparition
comme sur l'iPhone, il y a 2 générations sur le S25 cette fois-ci. D'accord, oui, bon, là, en gros, elle n'est pas encore disponible chez nous en France. Il n'y a pas eu d'accord encore avec les opérateurs. Mais bon, derrière, il y a la technologie de Qualcomm de satellite. Voilà. Donc, ça nous permettrait donc, de pouvoir accéder aux zones sans couverture réseau. Comme pour l'instant, il n'y a que Verizon aux États-Unis qui est présent. Voilà, on a essayé d'être le plus complet sur ce face-à-face. Il n'est pas terminé. On passe au chapitre qui était historiquement le plus important et qui passe un peu au second rang cette année, puisque l'écart vraiment se réduit comme peau de chagrin. C'est celui de la photo et de la vidéo. Alors, avant de montrer les clichés qu'on a fait au héritage avec Stéphane et les équipes d'Electric Dreams ici au Village Bassy à Paris, avec une magnifique vue sur la Tour Eiffel. Passons à la photo. Stéphane, quelles sont les évolutions cette année du côté de Samsung ? Il n'y a pas eu de grandes évolutions, on va pouvoir le voir. Donc en gros, il y a toujours 4 modules de téléobjectifs. Donc le premier, c'est un téléobjectif de 10 mégapixels avec une focale donc, de 2,4. Donc l'équivalent donc de 69 mm. Il y a un zoom x3. Il y a un zoom x3. Avec stabilisateur optique. Donc ça, c'est la même chose que l'année dernière. Exactement, exactement. Il y a un second, ça c'est spécifique au Galaxy S24 et S25 Ultra. Voilà. Il y a un second module, mais qui lui est périscopique. Voilà, donc 50 millions de pixels, donc avec une focale de 3,4, un équivalent donc de 115 mm. Donc offrant cette fois-ci un zoom de x5, comme l'iPhone 16 Pro Max, donc qui a un capteur, avec un capteur de 50 millions de pixels. On a un grand angle aussi, un objectif grand angle, cette fois-ci avec un capteur principal de 200 millions de pixels. C'est blindé, hein. Regardez, c'est vraiment blindé. Voilà. Là, vous le voyez, la différence. Hop là, voilà, ça ne tomber. Comme ça fait partie du test, la solidité. Ouais. Voilà, et donc là, on a un capteur, donc un grand angle, donc avec 200 millions de pixels, donc comme le S24 également l'an passé. Cette année, donc l'ultra grand angle passe à 50 millions de pixels, ce qui permet une amélioration assez sensible sur le mode macro. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer peut-être de vérifier. Qu'est-ce que ça donne d'enregistrer des photos ? On commence avant tout par le mode jour, comme chaque année, voilà. Avec la comparaison des 2 produits, des 2 appareils en mode grand angle. Encore une fois, on a fait les photos là-haut. Voilà. 2 jours, il faisait presque beau aujourd'hui sur Paris. Voilà. Et donc, voilà, on le dit depuis plusieurs années, je pense que c'est une question de goût ou quoi que ce soit, mais peut-être sur la nuit, vous allez peut-être avoir un autre avis, mais pour le jour, les 2 téléphones se valent grandement, en tout cas en grand angle. Alors, on avait tendance à magnifier un peu les photos du côté du Galaxy. Ça semble plutôt s'inverser, j'ai l'impression. Depuis 1 ou 2 ans, l'iPhone a tendance à magnifier. Et c'est mon sentiment. Et le Samsung est un peu plus proche de la réalité. Il faut juste rappeler aussi, quand on voit les photos sur l'écran du Samsung, c'est très quand même flatteur. Oui, ça c'est normal. Ça c'est très flatteur. Là, on les a portés sur ordinateur, on les a transférés. Didier, première remarque, comme ça, vue de nez, non ? Oui. Après, tu as un mode aussi sur le Samsung pour mettre, si tu veux, une image un peu, justement, quand on voit vraiment les couleurs, ou si tu veux un mode un peu plus comme l'iPhone, et si tu mets le mode iPhone, t'as quasiment le même rendu que sur l'iPhone, quoi. Donc ça c'est cool. Et sur les images, je pense quand même qu'elles n'ont pas été prises exactement au même moment, non ? Ou alors il y avait beaucoup de vent. Elles ont été prises exactement au même moment. Tu crois ? Le ciel est un peu différent là. Oui, mais il y a beaucoup de vent ce jeu. Il y a beaucoup de vent sur Paris en ce moment. Et tu sais, moi quand j'ai fait toutes mes photos comparatives, c'était avec le S23. Je trouvais que Samsung était légèrement devant sur la partie photo, pas tellement sur le rendu, tout ça, mais plus sur un petit peu des fois la finesse, les capteurs qui ont un tout petit peu plus de pixels, ça se jouait à pas grand chose, le zoom était un petit peu meilleur, et l'iPhone, on va en parler après, était un peu plus meilleur sur la vidéo, mais c'est vrai que maintenant, c'est vraiment pour distinguer les deux, faut avoir des yeux de lynx. Exactement, ouais, je pense que c'est une question de goût en fait. Alors on va voir le mode nuit, toujours pour le grand angle, regardez. Le mode grand angle de nuit. Voilà, alors là, ça se joue, parce que c'est vrai que la photo du S25 est un poil plus belle. Le ciel, regardez comment il est. On a pris la photo quand même à 18h. Il est un peu plus bleu. Voilà, exactement. Voilà, elle est un peu plus belle. Mais est-ce qu'elle est plus réelle ? Il était presque 19h. Normalement, là, il fait nuit noire lorsqu'on regarde avec des yeux humains. Voilà. Donc le téléphone arrive à voir encore des détails et des photos. Je trouve ça du Galaxy plus belle. Ouais, oui, d'accord. Bah oui, elle est plus belle, mais est-ce qu'elle est plus réelle ? Est-ce qu'elle est vraie ? C'est ça. C'est ce que je te dis. Moi, elle est plus belle. C'est ce que tu me disais en préparant cette émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça sert à rien de regarder les specs des appareils photo, bien même si c'est important. Il y a tellement de traitements d'IA derrière que ça compense énormément les faiblesses des uns et des autres. Bah, l'objectif, c'est en gros, la personne qui prend la photo, on sait plus ou moins qu'elle va la mettre sur Instagram ou l'envoyer à des amis ou sur des groupes WhatsApp. Voilà, et le but, c'est qu'elle soit belle. Et je pense qu'il y a beaucoup de traitement qui est fait. Et comme c'est fait très rapidement de par l'architecture interne des téléphones, en tout cas du S25,
c'est tellement rapide, voilà, et c'est plutôt bien. On se prend tous pour des douaneaux, c'est bien. Bien. Après le face-à-face grand angle, les face-à-face des douaniers, je me suis dit, mais qu'est-ce que vient faire Damien Douanier, non. On lui passe le bonjour, d'ailleurs. Face-à-face, salut Damien. Un douanier des douaneaux. Oui, face-à-face à présent des ultra grand angle 2 jours. Regardez ce que ça donne toujours depuis le toit terrasse ici au village Baïséa. Ultra grand angle. À gauche l'iPhone, à droite la Galaxy. On pourrait presque penser qu'il faisait beau à Paris avec le S25. Ouais, alors qu'il faisait, croyez-moi, vraiment pas beau. Pas très beau, voilà. Il pleuvait hier, bon, là au moins il faisait Merci un peu plus Lia. clair. Effectivement. Merci Nathan aussi. Merci Nathan qui nous a fait ces jolies photos. Les mêmes de nuit cette fois-ci. Voilà, pareil, on a toujours un plus beau ciel sur le côté. Donc ça reste une constante sur le Galaxy. Voilà, et c'est vrai que la Tour Eiffel semble un peu plus visible là aussi. Mais quand même, ton ciel est à chaque fois différent. Est-ce que le Galaxy n'a pas une option là? C'est ce que je suis intrigué, moi. Le S25, elle est plus belle, mais est-ce que c'est la réalité? La réponse est non. Est-ce que c'est le vrai ciel? Non, c'est pas le vrai ciel. Non. C'est cette fois-ci, l'iPhone est plus proche de la réalité. Ah, c'est ça, je te le dis, ça je peux le faire. Mais bon, c'est vrai que la photo est plus belle. Je propose qu'on passe au mode zoom, qui est traditionnellement une force du Galaxy. On compare le zoom x3 du Galaxy S25 Ultra au zoom x2 de l'iPhone 16 Pro, 2 jours cette fois-ci. Je me permets de vous couper, il y a surtout une énorme perte d'informations sur l'iPhone en bas à gauche. Eh ben, si le réalisateur a bien vu, mais tu sais, sur l'écran de contrôle, on ne voit pas tout, mais on te fait confiance. Il faut le dire. Ouais, c'est pas faux. C'était liant, notre réalisateur, qui est effectivement une perte de définition, tu as raison, et de détails. On passe cette fois-ci au mode zoom. On compare donc le zoom x3 du Galaxy au zoom x2 de l'iPhone. On voit évidemment que le Galaxy zoom un peu plus, puisqu'il a un rapport supérieur. Ouais. Bon, voilà. Encore une fois, on voit une différence de ciel. Vous ferez l'idée que vous voulez, mais moi, je ne vois pas d'énormément de différence. C'est plutôt, moi, ce que je vois, c'est le mode nuit, si on peut nous le passer pour la différence. Le zoom x2, zoom x3. Voilà, la photo. Il y a vraiment un traitement différent, effectivement. Hein, on le voit. Hein, la photo, elle est beaucoup plus belle, celle du Galaxy, encore et encore, on le répète. Voilà, mais bon. C'est bien. Donc l'avantage du réalisateur, c'est qu'il il réalise sur un 55 pouces. Donc il a un énorme écran devant lui, donc il a vraiment un rendu qui est top. On passe maintenant au zoom x5 avec le zoom périscopique du Galaxy face à celui de l'iPhone 16 Pro Max. Alors on voit toujours une colorimétrie différente entre les deux. Non mais en gros, les deux téléphones se valent pour les photos, ça on vous le dit, on le répète. Les balancer de nuit en même temps que Stéphane parle, ça ira plus vite. Et vous allez voir de nuit, bon voilà. Franchement, il y a quand même une petite différence par rapport à l'époque du S23, c'est qu'ils sont passés sur un zoom. Avant, ils avaient du 10 fois, qui en plein jour était vraiment très bon. On arrivait à avoir des scores incroyables. Et là, tu peux zoomer 10 fois en fait en zoomant dans le capteur, donc sans trop de pertes, parce que leur zoom x5, il est quand même un peu de meilleure qualité que celui d'Apple. Et il y a un autre point aussi, c'est qu'ils ont un capteur de plus, donc le 3 fois qu'on a vu tout à l'heure, qui te permet quand même d'avoir des meilleures images en 3 fois, sachant que chez Apple, le 2 fois, c'est un zoom dans le capteur encore du capteur principal, et après tu passes direct au x5, c'est-à-dire que tout l'intervalle, quand tu es entre le x2 et le x5, chez Apple, les images sont dégueulasses, mais vraiment, c'était des fois en 8 mégapixels, 6 mégapixels, et même, je crois, 4 mégas, quoi. Enfin, et tu là, Samsung, c'est quand même pas mal pour ça, quoi. Et tu le soulignes. Et tu le soulignais en préambule, Didier, tout à l'heure. Cette année, on avait vraiment des évolutions au registre de la vidéo, également du côté de Samsung, qui vraiment propose exactement la même chose que ce que propose l'iPhone aujourd'hui. Ouais, l'iPhone, moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'avance parce que ça fait longtemps qu'on peut filmer en log, tu vois, 4K. Par contre, maintenant le cas chez Samsung, regarde, hein, il y a ce mode log. Voilà, ça c'est le log de chez Samsung. Log, tu as de la 8K aussi. Avant, après, regarde, avant traitement et après traitement. Il y a des réals qui sont amusés là à faire un peu de colo. Mais c'est cool ça de mettre du log et tout. Nous, on a fait un peu des vidéos là-dedans et c'est vraiment sympa, quoi. Le log, c'est vraiment une image brute, hein, pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas Didier, et qu'on peut vraiment jouer sur la colorimétrie dans un logiciel de montage ou un logiciel de colorimétrie comme DaVinci. Oui, tout à fait. Ça t'évite d'avoir la couleur qu'a décidé Apple un peu pour toi. Tu as une couleur un peu brute et après, tu peux effectivement donner un traitement un petit peu différent suivant le format que tu veux avoir derrière. Donc, pour les pros, ça peut être vraiment très cool pour faire des belles images, tu vois, avec simplement un smartphone. Et même pour les écoles, hein, tu vois, pour apprendre la colo, tu as besoin que de ton téléphone. C'est fou, quand même. Ouais. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux donner ton style, quoi. Tu vois, tu développes ton lutte et tu donnes ton style, quoi. Tu vois, tu as ta patte. Ouais, comme on avait une patte par rapport à un type de pellicule auparavant, aujourd'hui. C'est vrai. Ça peut évoluer comme ça. C'est vrai. Moi, j'étais. Comment s'appelait cette marque-là Nord, Maïf, non. C'était quoi? Putain, j'adorais les pellicules. Non, les Agfa, Fuji, Kodak. Non. Pellicule noir et blanc, j'avais une marque que j'adorais. Ilford.
Ilford. Ah, le Nord, Ilford, le fjord, ça m'a fait penser au Nord. Ilford, c'est c'est pas impossible. Je me rappelle ces pellicules, j'adorais, quoi. Allez, il y a eu quand même un one more thing lors de cette keynote. On va en parler dans un instant. Regardez, juste après ce jungle. Sur la piste de l'iPhone 17R, c'est la rumeur récurrente de nos amis Mark Gurman qui annonce l'arrivée d'une version allégée de l'iPhone l'année prochaine, une version ultra slim comme les MacBook Air. Eh bien, figurez-vous que Samsung s'y est déjà préparé. Alors oui, donc nous, ce qu'on attend toujours dans les keynotes d'Apple, c'est un one more thing, et eux, ils l'ont fait. Et donc jusqu'au bout, ils ont été au bout de l'ironie en présentant donc le Galaxy S25 Edge. On le voit là. Voilà. Alors c'est quoi ? C'est vraiment la philosophie que décrit Mark Gurman, qui reste une rumeur de l'arrivée d'un iPhone 17R l'année prochaine. Là, c'est pas une rumeur. Donc en gros, ils ont donc c'est une version slim, ultra fine, qui est pas encore disponible. C'est disponible au printemps, en avril, je crois, et qui de fait pourrait répondre aux différentes rumeurs qu'Apple sortirait un iPhone 17R à la rentrée au moment des annonces dont on a l'habitude au mois de septembre. Voilà. On a beaucoup parlé il y a 3 semaines lorsqu'on était encore en Australie, où on a fait une émission spéciale sur les annonces que ferait Apple. On vous a montré quelques images, quelques rendus 3D de ce que pourrait représenter l'iPhone 17R. On le voit aujourd'hui. Et il serait vraiment pas mal, cet iPhone 17R et ce Samsung. Qu'est-ce qu'on sait en termes de spec de ce Samsung Edge, S25 Edge? Donc un écran OLED, bien sûr. Voilà. En termes de taille, 6,7 pouces. Donc un gros, la configuration photo donc est plus modeste parce qu'il y a moins de place, et donc 2 capteurs. Et donc il commercialiserait cela donc au printemps 2025, au mois d'avril, donc pour après le World Congress, le Mobile World Congress. Exactement, à Barcelone, et avant le mois de juin pour la WWDC déjà. Voilà. En conclusion de cette émission, on vous a posé une dernière question de sondage. On vous a posé la question de savoir si une version ultra fine de l'iPhone serait pour vous une option intéressante. Regardez cette question. Samsung a annoncé le Samsung Galaxy S25 Edge et l'Apple devrait annoncer l'iPhone 17R en septembre prochain. Mais êtes-vous vraiment intéressé par des standards plus fins? Dites-nous, et pourquoi, en commentaire. Quelles sont les réponses? La réponse est non à 74,2%. Elle est vraiment tendre. Mais pourquoi? Parce que les gens veulent de l'autonomie. Ils sont assez fins, les iPhones. En fait, il n'y a pas de problème de finesse. On est d'accord. Regarde la réaction d'Apple Geek, la finesse très bien à partir du moment où ça n'impacte pas trop l'autonomie et la solidité. La course à la finesse n'a pas toujours porté ses fruits chez Apple, c'est vrai. On pense au MacBook Pro Touch Bar notamment. Il suffit de voir les derniers MacBook Pro Intel ou à l'époque le polémique avec l'iPhone 6. Autre réaction de l'high-tech pour tous. Qui pliait. Oui, il fallait quand même y aller. Bandgate. Il fallait vraiment y aller. Un téléphone plus fin, quelle utilité pour une batterie qui fond encore plus vite? Non merci. Un iPhone encore un peu plus grand que le Pro Max et une batterie aussi performante que le 16 Plus. Je change dès sa sortie. Autre réaction de officier ludique. Non, je ne vois pas d'utilité à un iPhone plus fin et les compromis risquent d'être trop importants avec une batterie plus petite et des appareils photo moins bons. Cela semble être une nouveauté pour la nouveauté et peut-être une étape vers un iPhone pliable. C'est ça qu'on attend peut-être, Didier. Un iPhone pliable. Bah écoute, je sais pas s'ils vont le faire. Moi, je suis assez perplexe là-dessus, quoi. Mais on verra. Écoute, pourquoi pas. Il va falloir trouver des nouveaux segments, quand même. Si au mois de septembre, Apple ne présente pas l'iPhone 17R, j'en connais 2-3 chez Samsung qui vont manger leur chapeau. Allez, on termine par le dernier chapitre de cette émission. On va parler des prix. On va comparer le rapport qualité-prix de ces deux beaux engins que nous avons là. Allez Stéphane, tu prends la main. On a préparé, regarde, une jolie animation, un joli tableau avec les prix. Surtout qu'il y a de bonnes affaires à faire du côté de Samsung en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde les prix sans remise ou quoi que ce soit, on voit quand même qu'on est sur des tarifs équivalents avec 1 472 € pour le Samsung et 1 479 € pour l'iPhone pour une version en 256 Go. Version de base, hein. Voilà, version de base, que de base. Mais il y a quand même des petits changements. Quand l'iPhone en 512 Go est à 1 729 €, il est à 1 592. En gros, vous avez le 512 au prix du 256. Voilà, et en fait, il y a une promo actuellement, le 512 au prix du 256 et même le prix du 1 Tera au prix du 512. C'est-à-dire qu'il fait une différence à la fin entre l'iPhone 16 Pro Max à 1 979 € pour le 1 Tera, finalement à 1 592 pour le Samsung. Presque 400 € d'écart. Et d'ailleurs moins cher que le 512 Go de
d'Apple, de l'iPhone. Et donc je rajoute en plus, c'est que si vous êtes en plus engagé avec un abonnement, les prix baissent encore. Oui, mais ça, c'est un engagement sur l'abonnement. Bien sûr, bien évidemment. Super chaud sur les crédits. C'est un crédit à la conso pour moi, un abonnement. Bien évidemment. Mais non, mais je suis pas super fan. Mais t'es pas super fan, mais en gros, il y en a qui peuvent pas sortir 1500 balles d'un coup. J'entends bien. Mais donc, pour moi, autant faire un crédit plutôt que prendre un abonnement. Je crois, pourquoi pas. Mais de toute façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Les formules de location aussi sont intéressantes. Exactement, voilà. C'est très, très bien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau des prix... Apple a abandonné l'idée de l'abonnement. Ouais. Certainement pour des raisons. En fait, ils ont eu des impayés, sûrement. Non. Pour des raisons, a priori, de réglementation. Alors, est-ce que vous trouvez pas étonnant qu'Apple, c'est freudien, que Samsung, dès la sortie de son produit, casse les prix d'emblée et pas qu'Apple, les amis. Ils veulent attaquer le marché et ils se sentent en capacité de le faire. Non, ils ont toujours été assez agressifs sur toutes les promos au départ. Ils offraient des montres, ils offraient des écouteurs. Ils ont toujours donné des... C'est vrai. Ils ont toujours été ça. Et je pense que Apple, côté générosité de ce côté-là, c'est un petit peu limite. Ah non, Apple n'est pas généreux du tout. Non, de ce côté-là, sauf si tu es étudiant. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Même les étudiants, enfin bon. Oui, sur l'offre étudiante, éventuellement, mais et encore, ça dépend. L'étudiant riche. Je vous dirai les choses après, hors antenne. Ouais. Allez, un petit clin d'œil à notre sponsor NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net aussi bien sur votre Mac, iPhone et iPad. Bien sûr, l'Apple TV que j'adore. On va vous préparer une petite vidéo rien que pour l'Apple TV dans quelques jours et même le Vision Pro. En plus, vous pouvez accéder à des contenus vidéo non disponibles en France sur Netflix. Laurent vous a parlé tout à l'heure des habitudes de son fils en matière de Crunchyroll. Hein. Il est vraiment fan de ça. Donc l'abonnement Crunchyroll est moins cher si vous passez avec un VPN. Moi, j'adore regarder des vieux films qu'on ne trouve pas en France sur des plateformes américaines. La possibilité de regarder des chaînes en direct étrangères via des VPN. Moi, j'adore aussi, notamment pendant les élections américaines, ou pour permettre à mon épouse australienne de regarder ses séries favorites australiennes qu'on ne trouve pas en France sur les chaînes grand public. Donc voilà, NordVPN, c'est vraiment la solution. Et il vous fait un cadeau à l'occasion de ce numéro en début d'année. Si vous regardez cette émission, vous avez le lien dans la description de la vidéo où vous scannez le QR code. Vous avez 4 mois d'abonnement gratuit. Si vous souscrivez un abonnement de 2 ans pour un prix promo par mois à partir de 2,91 €. C'est donné, hein, c'est vraiment super. Autre sponsor, Extreme Mac, qui fait aussi, propose aussi de bonnes affaires cette semaine. Un bon plan avec le spécialiste des accessoires pour Mac et iPhone, mais aussi du Galaxy de Samsung. Hein. J'aime beaucoup le câble magnétique que j'ai là, USB-C vers USB-C, qui est vraiment un accessoire indispensable aussi bien pour un iPhone, un Galaxy ou un Mac. Il y a 2 versions, une version 60 et une version 240 watts. Extreme Mac vous propose une remise exceptionnelle de moins 30% sur les 2 modèles avec le code ORLM. J'arriverai pas. Underscore 240 watts et ORLM underscore 240 watts. C'est plus qu'un blocage, là. Oui, en vous rendant sur le site d'Extreme Mac, accessible via ces QR codes à l'écran. Il y en a 2 différents ou une nouvelle fois dans la description de la vidéo. Ouf, on arrive au coup de cœur. Et tu as décidé de nous faire le coup de cœur le plus long de l'année, du coup. Non, ça va être très rapide. En fait, c'est un triptyque que je vous propose. C'est grâce à 3 applications d'IA, parce qu'il y en a tout le temps, toutes les semaines, mais presque tous les jours, on a des choses nouvelles. Là, c'est un triptyque qui vous permet de créer votre propre application mobile, que ce soit sur Android ou sur iOS, et même le site web qui va avec. Vous commencez avec copycoder.ai, qui vous permet, rien qu'avec des captures d'écran des services que vous souhaitez mettre en place, de générer un prompt suffisamment complet et professionnel pour derrière l'envoyer sur le deuxième partie du triptyque qui s'appelle V0. Vous allez sur v0.dev, vous copiez-collez le prompt qu'on vient de vous faire à partir des captures d'écran. Donc vous n'avez même pas besoin de faire un cahier des charges ou de dire ce que vous voulez. Vous copiez quelque chose et vous le reportez. Et quand vous avez tout bien fait, parce que bien sûr il y a quelques allers-retours, où j'encourage vraiment à pas prendre tout de suite la première version, parce que vous avez quand même des choses, déjà rien que le nom, la façon dont c'est fait, etc. Donc ça, c'est quand même important de pouvoir personnaliser ça. Et après, le dernier truc, c'est Vercel, qui permet de déployer sur tous les stores de façon... Tu veux dire ce que le métier d'agence évoluera. Ce que Didier, et c'était un peu un gimmick de cette mission, a mis plusieurs mois, voire des années, à développer la nouvelle version de son site et la nouvelle version de son application mobile. Grâce à cette intelligence artificielle, tu le fais en 3 clics, quoi, en gros, c'est ça. On va simplifier. Je prends le site, je copie, j'en fais un prompt, je le colle, il me génère une application et exactement. Et en fait,
C'est simple. Aujourd'hui, on a des outils qui sont formidables, ça améliore notre productivité, c'est tout. On a plus. On va essayer, parce qu'on a besoin aussi. C'est pour ça que c'était un coup de cœur, je pense, qui était nécessaire. Toujours mettre les mains dans le cambouis à un moment donné. Hein. Je pense aussi. Bien évidemment. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien évidemment, mais c'est juste vous dire qu'aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle ne s'utilisent plus de façon unique et au solitaire. C'est qu'en plus, on peut en connecter plusieurs les uns avec les autres pour obtenir un résultat qui, d'habitude, mettait soit beaucoup de temps, soit coûtait beaucoup d'argent. Voilà. Surtout. Vive l'IA. Oui, les développeurs sont moins gravis, mais oui. Laurent. Je ne sais pas si je l'ai pas déjà appris ou si quelqu'un l'a déjà appris, mais en fait, je l'ai utilisé. Je trouve ça tellement génial. Donc, je suis un très très grand fan des AirTags, ok, et j'en mets partout, sur mes porte-clés, dans mes sacs à dos, dans mes voitures. Et tu sais, quand il y a deux maisons, tu sais jamais si tu as la bonne clé, pas la bonne clé, où est-ce que tu l'as laissé. C'est top. Mais il y a des endroits où changer les batteries, c'est chiant. Tu vois, par exemple, ceux qui sont dans la voiture, pensez que tous les 3 mois ou tous les 6 mois devoir changer la batterie, parce que c'est vraiment. C'est une pile bouton, hein. Oui, une pile bouton, mais ça veut dire que tu vois, en plus tu le mets à un endroit qui est pas forcément accessible. Donc, et vous savez que je suis grand fan de la marque Elevation Lab, et c'est pas toujours facile de commander, sauf que là, depuis peu de temps, ils sont disponibles sur Amazon. Donc on peut commander, il faut aller sur le site Amazon US, et là ils ont un produit qui s'appelle... Oui, mais c'est pas grave, tu payes $12 de frais de port. Le produit coûte $12. C'est pas grave, tu vois ce que je veux dire, tu en commandes plusieurs, mais c'est pas... Donc, et en fait, c'est un boîtier où tu ouvres ton Apple AirTag, tu l'emboîtes dans ce boîtier, et donc tu jettes la pile et le dos, et en fait tu mets 2 piles AA normales, et tu as 10 ans d'autonomie. Ah ouais, c'est génial. Et donc c'est étanche, tu le visses, tu le jettes, tu peux le mettre, mais tu vois, quelqu'un qui met dans un bateau ou dans quelque chose, voilà, je trouve juste ça génial. Donc j'en ai commandé 3, je les ai reçus, je trouve ça top. Voilà. On montrera ça à la fin de cette émission. Didier, ton coup de cœur cette semaine, on reste dans les batteries. Bah oui, parce qu'en fait, on a fait une émission sur la maison connectée, puis on apprenait, tu sais, à faire des économies d'électricité. Notamment à stocker l'énergie solaire, et je te parlais des solutions de Anker Zendur, et Anker a sorti donc cette semaine, alors nous on l'a reçu en avant-première, c'est pour ça que j'ai pas le droit d'en parler, donc une batterie qui est capable à la fois de stocker ton énergie solaire, tu vois, tu as des panneaux solaires, tu la stockes la journée, tu la restitues dans la maison la nuit, et ces batteries sont capables maintenant de se recharger en courant alternatif, donc tu les branches sur une prise, et par exemple elles peuvent se recharger la nuit quand le courant est pas cher, et là tu vois, aujourd'hui par exemple c'est une journée rouge tempo. Demain aussi, là, quand on sortira l'émission, eh bien là, j'ai acheté mon courant 10 centimes, en gros, enfin 12 centimes, et là, en gros, je le revends à moi-même pendant la journée, alors qu'il est à 75 centimes. Donc, tu vois, tu fais... et ça suffit pour tenir une journée, vraiment, mais... Pas le chauffage, ça dépend ce que tu énergétique. Ça dépend ce que tu consommes, ça dépend du nombre de batteries que tu as. Disons qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant si tu as quelques batteries, ça te permet d'éviter la surconsommation de ces jours-là. Il ne faut pas les acheter que pour ça, il faut les acheter si tu as des panneaux solaires, enfin si tu as un usage un petit peu complet. Mais en fait, la techno marche, parce que moi j'ai montré que j'arrive à des journées, tu sais, à zéro, à consommer 0 watts, donc Après, il y a le débat, est-ce que c'est rentable ou pas? Combien de temps tu mets à les rentabiliser? En France, le courant est pas cher. Donc voilà, mais par contre, la techno est là, elle marche. Une fois que les prix des batteries baissent, à maintenant, ça vraiment... Ça va se populariser, c'est clair. Ouais. Donc c'est Anker Solix SolarBank 2 AC, tu vois, c'est long. Et tout ça pour dire que c'est la dernière techno de batterie Anker. Et on a fait un petit test avec une vidéo, vous pouvez aller voir sur le site. Voilà. Sur la chaîne YouTube de Mac Forever. De mon côté, je crois que tu en as fait déjà une petite vidéo, mon cher Didier, mais on n'a pas encore eu la chance de le tester. C'est le dernier drone de chez DJI. Le Flip, c'est un ultra mini drone de DJI, compact et pliant, regardez. Et on pourrait penser que c'est un jouet, hein, comme son look pourrait le laisser penser, mais c'est un vrai drone apte à filmer en 4K 60 images par seconde. Il est vraiment conçu pour suivre son utilisateur, son maître, et vous filmer lors de vos scènes de sport grâce à de l'IA, de l'intelligence artificielle, hein, pas besoin d'utiliser forcément une télécommande qui est livrée également avec. On aime beaucoup le système d'hélice pliant pour un encombrement réduit et son poids ultra léger, 249 grammes. Le marché du drone continue à évoluer, moins en France malheureusement, hein, parce que la réglementation est un peu... Mais là, tu as 249 grammes, donc tu es au-dessous du poids réglementaire, donc du coup, c'est très simple à faire voler. Tu n'as pas dit aussi que les hélices sont protégées. Donc ça passe vraiment, c'est vraiment un drone un peu passe-partout. 249 € et on ne va pas vous plaquer contre un mur si vous prenez l'avion avec, par exemple. C'est plutôt sympathique. Voilà, donc on a hâte de l'essayer. C'est le DJI Flip et il coûte 439 €. Voilà, c'est la fin de ce 539e épisode d'On refait le Mac.
Merci de l'avoir suivi. Merci Laurent, merci Stéphane, merci Didier pour votre fidélité. Merci, on embrasse Christophe qui n'a pas pu être avec nous cette semaine. On remercie également les équipes de prod d'Electricity Production, Lilian qui était aux manettes cette semaine, notre jeune et brillant réalisateur, nos monteurs Théo et Nathan, sans oublier notre ingénieuse du son, à savoir Émilie. Merci à eux, merci encore. On dit ingénieur avec un E. Oui, ou ingénieur, mais elle est très ingénieuse. Elle est très ingénieuse aussi. Elle arrive à nous bricoler des trucs assez épatants. Ah oui. Et merci à vous derrière vos écrans. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode spécial. On va parler de Tim Cook. On va faire un grand... Team Apple. Un grand bilan de Tim Cook pour un nouvel épisode qui s'annonce déjà passionnant. Allez voir sur Mac Forever cette semaine, on va faire un grand sondage. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce et la petite cloche pour être prévenu en temps réel qu'une émission est en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Salut!